Bienvenue au congrès virtuel de EFT 2016. Je suis Maria-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce soir, nous avons rendez-vous pour l'intelligence émotionnelle chez l'enfant et EFT. Les enfants sont-ils simplement des adultes miniatures? En tant que grandes personnes, nous avons parfois tendance à le penser. Ce qui rend certains comportements agaçants, voire exaspérants. Et pourtant, ce serait oublier que leur cerveau est en cours de développement et qu'ils n'ont tout simplement pas les outils cognitifs pour gérer les émotions. Lorsqu'on sait qu'une très grande partie de la personnalité se construit entre l'âge de 0 et 7 ans, on comprend l'importance de donner un bon départ à nos enfants en matière d'intelligence émotionnelle. Comment les soutenir au mieux, tout en leur laissant faire leurs propres expériences? Comment leur apprendre la maîtrise de soi sans abîmer l'estime de soi? Quel langage, quelle pratique? Notre expert ce soir est psychothérapeute d'État, formateur et praticien en EFT, fondateur et président de l'IFPEC et un habitué du congrès virtuel EFT. Dans cette conférence, il nous parle de son expérience avec les enfants, tout d'abord en tant que père, mais aussi dans son cabinet de consultation ou lors de missions humanitaires. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Jean-Michel Guret. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Maria. Alors, cette conférence aujourd'hui sur l'EFT avec les enfants et l'intelligence émotionnelle, quel est l'intérêt principal selon toi de pratiquer l'EFT avec les enfants, Jean-Michel? Alors l'intérêt il est énorme. En fait, en tant que psychothérapeute ou thérapeute, on a tous dans nos cabinets des personnes qui viennent et on travaille avec elles sur des blessures d'enfance. Donc l'idée de travailler avec des enfants, c'est de pouvoir nettoyer les traumas, l'énergie attachée au trauma, quasiment à la source, dès que ça se passe. Comme dit Antoine de Saint-Exupéry dans un de ses livres Terre des Hommes, cette citation que j'aime beaucoup, c'est « D'où suis-je? Je suis de mon enfance comme d'un pays ». Et j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, on est quelque part les victimes de ce qu'on a vécu de difficile dans notre enfance, principalement dans cette période de 0 à 6 ans. Oui, bien sûr. Et avant d'être thérapeute et parents et tout ça, nous sommes tous enfants. On est tous nés quelque part. Exactement. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire cette conférence, enfin cet exposé, en lisant une nouvelle de Dino Buzzati. Dino Buzzati est un des auteurs italiens les plus célèbres. Il écrit un livre qui s'appelle Le Cas, et il y a une nouvelle dans ce livre qui est vraiment très intéressante et que je vous conseille de lire. En fait, l'auteur nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Dolphy et qui est vraiment le souffre-douleur de sa classe. Il est frais, il est tout petit, il est blafard. Il le surnomme Laitue parce qu'en fait, il est presque vert. Et sa mère, elle, le pousse toujours à jouer avec ses soi-disant camarades qui un jour lui font vraiment une espèce de guet-apens au cours duquel il est roué de coups, il est insulté, il est humilié. Et le pauvre petit va alors se retrouver sa maman en saignant du nez, il est couvert de boue, enfin bref, on imagine facilement l'état. Il espère un peu de réconfort. Et en fait, elle réagit complètement différemment, elle le rabroue, elle s'en prend à lui, elle lui demande ce qu'il a fait. Pas ce que les autres lui ont fait, mais ce que lui, il a fait. En fait, elle cache son humiliation de voir son fils aussi petit et malingre arriver dans cet état par de la colère qu'elle dirige malheureusement contre la petite victime et pas contre les agresseurs. Et à ce moment-là, il y a seulement une jeune femme qui discutait avec sa maman dans le parc, qui lui témoigne un peu de pitié en lui caressant le visage. Et en fait, il écrit Buzzati, pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux, qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. Et puis le conte continue. Sa mère le rabroue, le traîne sans ménagement à la maison. Le bambin se met à sangloter, etc. Il décrit son visage devint subitement laid, un rictus dur lui plissa la bouche. Et là tombe la chute implacable qui donne un relief
tout particulier à ce drame de la vie courante. Et c'est une femme qui s'exprime. « Oh, ces enfants, quelles histoires ils font pour un rien !» s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. « Allons, au revoir, Madame Hitler. » Et là, Waouh. ça prend tout son sens quand on lit, c'est vraiment les derniers mots, quoi. Ouais. Et donc, heureusement, les enfants qui sont martyrisés par leurs semblables ne finissent pas tous en monstres ou en serial killer. Mais on peut légitimement se demander quel destin auraient eu les plus grands dictateurs, les criminels, les terroristes, s'ils avaient été élevés dès le départ en baignant dans l'amour, la protection et la bienveillance. Bien sûr. Donc, ce qui, au passage, n'excuse rien, bien sûr. Mais oui, c'est une pensée énorme. Donc l'idée de cette intervention, c'est d'expliquer aux parents que nous sommes à comment mieux gérer les débordements émotionnels de leurs enfants, comment accueillir et nommer et normaliser leurs ressentis, et puis comment calmer ces émotions qui ne peuvent pas l'être faute de l'équipement nécessaire. Donc là, je suis en train de terminer la rédaction d'un ouvrage sur les enfants qui m'a amené à faire pas mal de recherches, mais on voit que les neurosciences ont mis en évidence la grosse différence de comportement, la grosse différence de ce qui se passe dans le cerveau des enfants et qui les empêche de réguler leurs émotions. Oui. Et souvent, en tant qu'adulte, on s'imagine qu'ils fonctionnent comme nous, mais en fait, pas du tout. Oui. Donc en fait, c'est un peu ça, quoi. Comment est-ce qu'on peut utiliser le FT pour libérer les émotions et surtout pas les étouffer, hein, parce que ça pourrait être un des écueils. Oui, tout à fait. Et il ne s'agit pas de se débarrasser des émotions, mais de s'en servir, à la limite, de façon judicieuse. Oui, absolument. Alors, c'est quoi une émotion, brièvement? Alors, brièvement, c'est impossible à répondre brièvement. En fait, c'est une notion qui est hyper floue. Parce qu'en fait, tout le monde sait ce que c'est qu'une émotion, jusqu'au moment où justement on nous pose cette question et qu'on nous demande de la définir. C'est ça, donc, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, beaucoup d'encre, et c'est une notion qui a la particularité d'être propre à chaque individu. Donc en fait, si on retenait une définition, par exemple celle du psychiatre Jean Cotreau lyonnais, l'émotion se caractérise par 5 traits principaux. D'abord, c'est une sensation. C'est-à-dire qu'on la ressent physiquement et aussi une construction mentale. Donc il y a un côté subjectif, une interprétation de la réalité. Ça, c'est le premier trait. Deuxièmement, l'émotion a une fonction de survie. Elle engendre en fait une impulsion à l'action. La peur, par exemple, elle nous pousse à fuir. La colère, elle nous incite à attaquer. Donc en fait, il y a vraiment une notion de défense de notre personne. Ensuite, on peut dire que c'est un phénomène observable, c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de nous, mais ça va entraîner des modifications corporelles très significatives. Augmentation du rythme cardiaque, de la tension au niveau du visage, par exemple. Donc c'est souvent des réactions complexes qui engagent pas simplement l'esprit, mais bien sûr le corps. On peut dire aussi que l'émotion est brève. Elle apparaît soudainement et elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Elle dure en général quelques secondes, voire quelques minutes. Mais en cela qu'elle diffère du sentiment qui, lui, va être beaucoup plus durable. Et puis, 5e point qui souligne, c'est que l'émotion est vraiment au centre de nos vies, en fait. C'est une clé essentielle. Elle nous accompagne tout au long de notre vie et nous aide à affronter chaque situation. C'est aussi ce qui met du relief dans notre vie. Le fait de cette capacité de pouvoir ressentir les émotions, les bonnes comme les mauvaises, de les alterner. Voilà. Alors, les bonnes et les mauvaises émotions, justement, de quoi s'agit-il? Alors, en fait, c'est improprement parler que de parler de bonnes ou mauvaises. Oui, c'est un petit abus de langage, en fait. Oui, mais on est beaucoup à le faire. Oui, on en parle beaucoup, d'émotions négatives, positives. Les émotions, elles ont une fonction régulatrice. La tristesse, par exemple, elle nous permet de vivre sainement une perte et d'entamer un travail de réinvestissement affectif avec l'entourage. Je ne sais pas si tu as vu ce film génial, Vice Versa. En français, c'est Inside Out en anglais. Oui. Et on nous montre les émotions dans la tête d'une petite fille. Ouais, et en fait, c'est très parlant, effectivement. Ce qui est au centre de du film, c'est justement la tristesse qui se dit moi je gâche tout, etc. Et à un moment elle veut partir et la joie lui court après, parce qu'il y a un moment dans le film où la joie s'aperçoit que elle a pu exprimer pleinement son potentiel, la joie, uniquement parce que avant il y avait eu la tristesse.
Et donc on voit bien le rôle de ces émotions. C'est aussi très très intéressant parce qu'au départ les souvenirs sont sous des formes de boules qui ont une seule couleur unique. Ça montre aussi comment les enfants ils fonctionnent en tout ou rien par rapport à des émotions. Et plus l'enfant grandit, plus la petite fille grandit, et plus les boules qui représentent les souvenirs ont des couleurs nuancées en fait. Oui. Et on voit donc ce développement, cet affinage émotionnel en fonction de l'enfant qui grandit. Bon, ceci dit, dans certains cas, les mêmes émotions peuvent être dysfonctionnelles parce qu'elles ne sont pas adaptées à la situation. Donc, par exemple, quand on va réfréner une émotion primaire comme de la tristesse, qui va venir provoquer de la colère, de l'amertume ou d'autres choses, voilà. Ou quand les émotions perdurent dans le temps, quand la tristesse envahit tout le quotidien de la personne et ne la quitte plus et qu'elle forme, ça se traduit en dépression. Ou la peur qui se transforme en anxiété généralisée. Exactement. Donc en fait, une émotion, elle est adaptée, elle est ni bonne ni mauvaise en elle-même, et donc ça va dépendre de la situation, du contexte culturel aussi dans lequel elle apparaît, et si elle peut s'évacuer vite, eh bien ça sera très bien. Et sinon on a l'EFT. Oui, voilà, exactement. Mais qui n'est pas là, rappelons-le, pour effacer les émotions, pour s'en débarrasser, jeter le bébé avec l'eau du bain, mais Absolument. pour faire la paix avec elles, pour mieux les gérer, justement. Et justement pour développer l'intelligence émotionnelle de nos enfants. Oui. Ça devient intéressant. C'est ça. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? C'est pareil, là-dessus on peut parler 3 semaines. Mais... L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à prendre conscience des émotions qu'on ressent et à les exprimer, les explorer et à les repérer également chez les autres. En fait, si on ne le fait pas, on risque d'étouffer une émotion saine et régulatrice et de la remplacer, comme je le disais à l'instant, par des émotions secondaires inadaptées. Voilà, donc se sentir impuissant ou frustré dans une situation où on a tenté de supprimer sa colère. On devient cynique quand on n'accepte pas sa tristesse. Oui, voir le cas extrême dans le conte tout à fait imaginaire sur lequel tu as ouvert avec le petit Dolphy. Tout à fait. Oui, là, ça c'est la version c'est le cas extrême, hein, mais voilà, ça peut aller jusque-là. Et donc ces émotions secondaires deviennent des sources de mal-être et elles nuisent à notre adaptation, c'est-à-dire au fait qu'on réagisse d'une manière correcte dans quelles que soient les situations. Et souvent d'ailleurs quand on travaille en EFT, on voit bien qu'on travaille sur une première émotion qui en réalité est une émotion secondaire et qui quand elle cède laisse la place à une émotion primaire, comme par exemple la colère, qu'on avait refoulée. Oui. Combien de fois on entend les garçons pleurent pas, les filles se mettent pas en colère. Un garçon peut se mettre en colère, une fille peut pleurer, ça semble dans la société plutôt normal, mais l'inverse non. Oui. Donc on pallie ça comme on peut, quoi. Ou la colère qui vient souvent masquer la tristesse ou la peur parce que plus politiquement correct, c'est plus facile dans certaines situations de se mettre en colère que de se mettre à pleurer, effectivement. Oui. Et cette notion d'intelligence émotionnelle, elle est apparue au début des années 90. Elle a été explorée par 2 psychologues américains, John Mayer et Peter Salovey. L'idée centrale était de dire que l'intelligence d'une personne dépasse ses simples capacités de réflexion, à savoir percevoir, exprimer et que percevoir et exprimer ses émotions, c'est aussi une forme d'intelligence. Oui. Donc la définition officielle, aujourd'hui unanimement acceptée, c'est l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions et à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. C'est un peu loin. Oui, mais bon, alors, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est bien. On parle aussi de quotient émotionnel, comme on parle de quotient intellectuel, le QE, qui se substitue au QI. Alors il y a un journaliste scientifique qui s'appelle Daniel Goleman, qui a écrit un best-seller en 95 à partir de ses travaux, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Souvent on lui attribue cette notion. L'intérêt de cet ouvrage, c'est vraiment de populariser cette notion. Et lui dit que l'intelligence émotionnelle apporte donc 2 types de compétences, des compétences personnelles, c'est-à-dire la conscience de soi et la maîtrise de soi, et des compétences sociales, conscience sociale et gestion des relations. Et il y a eu des études qui ont montré que les gens qui avaient un meilleur quotient émotionnel réussissaient mieux dans la vie.
indépendamment de l'intelligence. Donc, c'est particulièrement intéressant de la développer. Et en plus, l'intérêt de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'elle est équitablement distribuée et que chacun peut la cultiver et on peut tous développer et s'entraîner à développer notre intelligence émotionnelle. Oui. Donc en fait, en tant que parent, on a un rôle essentiel à jouer pour développer cette intelligence émotionnelle de nos enfants et leur donner les clés pour réussir, pour être bien dans leur vie et la réussir. Donc en fait, c'est la difficulté, c'est que apprendre à mettre des mots sur les émotions, c'est pas évident, surtout quand nous-mêmes, on nous l'a pas transmis, on nous l'a pas appris. Donc déjà, dès le départ, l'idée c'est pas de culpabiliser les parents, parce que si en écoutant on se dit aïe aïe aïe, mais alors moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est trop tard, c'est fichu. Eh ben non, en fait, d'abord, et c'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, on pourrait dire. Oui. On peut réparer, grâce aux outils que sont l'EFT et les techniques de la psychologie énergétique, on peut réparer quel que soit l'âge. Donc n'ayez crainte si vous avez pas fait ce qu'il fallait dès le départ, eh bien on a les outils pour réparer ça. Oui, ça c'est vraiment génial avec l'EFT. On peut transcender le temps, on peut remonter le temps presque pour aller réparer ce qui aurait dû, ce qui aurait pu se passer et ce qui n'a pas été le cas. Et donc en fait le message, c'est que l'enfant doit être soutenu par un adulte bienveillant qui doit l'inciter à nommer ce qu'il ressent d'une façon précise. Donc on peut l'aider en lui suggérant des mots, en lui expliquant ce que c'est que les émotions. On peut lui dire tiens, j'ai l'impression que tu es en colère, qu'est-ce que tu ressens, c'est où que ça se passe dans ton corps. Et donc en fait l'enfant apprend petit à petit à exprimer ce qu'il ressent, mais aussi à le partager. Et donc, en fait, ce qu'il en déduit, c'est qu'il a le droit de le faire. Et ça, c'est essentiel. Ça évitera des générations d'enfants qui sont pas du tout à l'aise avec leurs émotions et qui dysfonctionnent d'un point de vue social, quoi. Oui, tout à fait. On voit l'enfant s'il s'exprime pas, s'il se fait pas entendre, il va se refermer sur lui-même, ou alors il va exprimer des émotions inadaptées comme l'agressivité, par exemple. Oui, il peut emmagasiner jusqu'à ce que ça explose, ce qui fait une expression pas très appropriée aussi des émotions, qui fera des dégâts d'abord pour l'enfant lui-même et aussi pour l'entourage. Tout à fait. D'autre part aussi, je voulais citer une étude américaine qui montre le lien entre les émotions, et notamment les émotions ressenties dans l'enfance et la santé. Oui. Il y a plusieurs études, mais il y en a une qui a été faite à vraiment grande échelle sur 17 000 personnes. L'étude ACE, Adverse Childhood Experience Study, ça veut dire étude des expériences adverses durant l'enfance. Et elle a montré que les personnes dont on n'a pas pris soin lorsqu'elles étaient enfants, donc ont connu un grand nombre d'émotions négatives, présentent 50 ans plus tard un plus grand risque de maladies liées à l'hypertension, les problèmes cardiaques, les cancers, fractures osseuses, tabagisme, diabète, suicide ou encore consommation de drogue. D'accord. D'où l'intérêt de cultiver effectivement son quotient émotionnel et l'intelligence émotionnelle parce que ça a vraiment des répercussions sur toutes les dimensions de notre vie. Oui, absolument. Ok, alors justement, qu'est-ce qui fait que cette intelligence émotionnelle peut être limitée chez certains enfants? Quels sont les obstacles à la mise en place naturelle et harmonieuse de ça? Il y en a une que tu viens de dire, le fait de nier les émotions de l'enfant. Mais non, tu n'as pas mal, les garçons ne pleurent pas, les filles ne se mettent pas en colère, etc. En fait, le fait de nier les émotions oui, on met de le l'enfant, couvercle sur la cocotte minute et on dit non. En fait, on arrive à fabriquer ce qu'on appelle les alexithymiques. Alexithymique, ça veut dire incapacité à exprimer ses émotions. On le voit chez des personnes qu'on reçoit en consultation et qui sont vraiment complètement bloquées et qui ont du mal à décrire ce qu'elles ressentent. Quand on explore ce qui s'est passé dans l'enfance, souvent ils n'avaient pas le droit d'exprimer leurs émotions. On n'a pas le droit de se dire qu'on va pas bien. On peut avoir le cas, par exemple, quand il y a des parents qui sont vraiment très excessifs, violents, etc. Où là, il faut surtout pas faire de bruit, on se cache dans un coin. Oui. Des parents malades aussi. Là, il faut rien dire, il faut se faire petit, il faut pas crier, etc. Oui, il faut pas parler. faire pleurer maman. Voilà, donc ça c'est une bonne manière de mettre le couvercle là-dessus et effectivement Et de faire une belle culture sous le couvercle.
Il y a la non-satisfaction des besoins fondamentaux. On vient au monde avec des besoins fondamentaux qui sont universels, des besoins d'amour, d'attachement, de protection, des besoins de jeu, des besoins de limite, etc. La non-satisfaction de ces besoins fondamentaux et notamment les problèmes liés à l'attachement, hein, l'enfant, il vient au monde, il n'est pas fini, il est prématuré, il a un besoin vital de sa mère pendant 1 an et demi, voire au-delà. Mais si l'enfant est privé de soins quand il est petit, il meurt. Donc cette notion d'attachement, elle est vraiment au centre du développement. Donc on en parle beaucoup, ça vient du psychiatre John Bowlby qui a théorisé cette notion d'attachement. Certains psychologues considèrent que cette notion d'attachement est autant importante au XXe siècle que l'a été la psychanalyse au XIXe. Ah oui. Et c'est vrai que ça a fait évoluer considérablement la manière de faire de la thérapie, puisque en fait l'attachement sécure, heureusement, c'est la majorité des cas. Mais un enfant qui développerait un attachement insécure, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu les nourritures affectives suffisantes, il pourrait avoir des réactions différentes, soit rester accroché à sa mère, soit se moquer du fait qu'elle soit là ou pas là, manifester aucune émotion, soit avoir un comportement chaotique, perturbé, qui voudrait signifier qu'il y aurait encore d'autres problèmes, et notamment de la maltraitance. Cette qualité de l'attachement, on s'est aperçu qu'elle restait assez stable. La qualité de l'attachement à 1 an reste identique dans 70 à 80% des cas à 20 ans. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. C'est là que ça se joue. Voilà, tout à fait. Donc il y a intérêt à prendre ça en considération. Bon, ça fait l'objet d'un chapitre entier dans le bouquin que je suis en train d'écrire. Là, compte tenu du timing, ça va être un peu court, pour développer tout ça. Oui. Et puis troisième, c'est tout à fait passionnant. Le troisième point, c'est aussi le manque d'aisance émotionnelle des parents, puisque les enfants apprennent par apprentissage. Donc des parents qui sont hermétiques aux émotions, ou enfin ça sort jamais à l'extérieur, ça va être des modèles pour les enfants qui sont en fait à la fois des miroirs et aussi des éponges émotionnelles. Donc c'est clair que les parents auront un travail à faire. D'ailleurs, on va l'évoquer ici, parce que souvent il y a des parents qui amènent les enfants en consultation et on s'aperçoit que les enfants, le problème il vient pas d'eux, ils traduisent juste le symptôme de ce que manifestent émotionnellement les parents. Oui. Oui, donc, tu en parlais tout à l'heure, si on ne donne pas le vocabulaire aux enfants pour exprimer les émotions ou pour en parler, effectivement, ça va faire de nouveau des analphabètes d'émotions. Oui, et bien il y a aussi le fait d'apprendre l'émotion. Par exemple, on voit chez des gens qui souffrent de troubles anxieux à l'âge adulte qu'ils ont commencé leur apprentissage d'anxieux tout petit en observant leurs parents qui avaient peur de tout ou qui fermaient toutes les portes, etc. Il y en a une personne qui me disait encore on partait jamais en vacances parce que c'était dangereux de s'éloigner de la maison, etc. Que l'enfant a été construit comme ça, hein. C'est comme s'il avait été programmé, conditionné par ses parents pour fonctionner de cette manière. Et une fois de plus, c'est pas pour nous culpabiliser en tant que parents, mais c'est vrai que les parents, et a fortiori la mère, c'est vraiment le modèle pour l'enfant qui grandit, qui se construit. Bah oui. Donc il va choper tout, pas seulement fais ce que je dis et pas ce que je fais, mais tout passe en fait, tout est absorbé. Alors justement, parlons-en. Quels sont les bons réflexes à adopter avec les enfants dans le domaine de cette intelligence émotionnelle et plus précisément avec l'EFT? Alors, je pense qu'il faut d'abord se rappeler que l'enfant, c'est pas un modèle réduit d'un adulte. Donc, il est indispensable avant de commencer à pratiquer une séance d'EFT, de se demander ce qu'il est en train de vivre et de ressentir. Donc de ne pas se lancer comme ça de but en blanc sans avoir pris le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions. J'aime beaucoup le travail d'Isabelle Figliosa, qui est psychologue, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'enfance et notamment au cœur des émotions de l'enfant. En fait, qui considère qu'il suffit souvent de pas grand-chose d'un point de vue d'adulte pour qu'un enfant se mette dans des états émotionnels intenses et qu'il pleure ou qu'il hurle. Mais comme je le disais tout à l'heure, il a tout simplement pas encore l'équipement qui lui permettra plus tard de moduler et de gérer ses émotions. L'enfant, avant 6 ans, il est vraiment dans l'ici et maintenant, avec sa propre logique d'enfant, sa propre manière de penser. Donc son mode de réflexion est dit prélogique.
En plus, chaque enfant est unique. Hein. Quand il vient au monde, il a une personnalité émotionnelle. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une réponse standard à apporter à tous les enfants. Donc, il faut vraiment le considérer comme un individu à part entière et adapter sa propre réponse. Donc, nous, en tant que parents, on peut se demander ce qu'il est en train de vivre. En fait, ils voient le monde avec leurs yeux d'enfant. Et donc, il faut bien comprendre ce qu'ils sont en train d'expérimenter, la manière dont ils appréhendent et ils analysent le monde qui les entoure. Et même si ça peut nous paraître complètement illogique à nos yeux, ça l'est pas pour eux. Donc, important de prendre ce temps de réflexion. Et puis surtout, les prendre au sérieux. Et prendre ce qu'il ressent au sérieux. Donc jamais, jamais, jamais renier ou nier son ressenti. Ne le minimisez pas, ne le banalisez pas, et pire encore, ne vous en moquez pas, quoi. Oui. Un simple détail peut revêtir pour un enfant une importance vraiment extrême, quoi. Donc, je sais pas, moi, prenons un enfant qui se met en colère parce que son père a décidé de l'emmener au square pendant que sa mère va faire des courses. Et ben, dans son esprit d'enfant, ça peut signifier que ses parents se séparent. Et pour lui, ça peut être perçu comme un danger. Et ça peut même pas effleurer l'esprit des parents. Oui, ils pensent que, oh là là, mais il fait encore un caprice, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens, c'est pas grave. Les enfants pensent aussi souvent que c'est leur faute s'il y a quelque chose de mal qui se passe. Si les parents se séparent, c'est la faute des enfants. Donc, bien aussi savoir gérer ce genre de difficultés et d'ouvrir le droit à la parole. Oui. Et donc, ça revient au point suivant, qui est de lui permettre d'exprimer ses émotions, ses ressentis. Les larmes, les cris, toutes les colères, c'est une manière d'évacuer la tension et donc d'exprimer sa souffrance. Si on empêche, si on veut bâillonner l'enfant, eh bien, c'est une manière aussi, encore une fois, de nier son expression. Donc, je pense que ne pas forcément faire de l'EFT en première intention tout de suite. C'est pas la peine d'essayer tout de suite de le calmer, mais au contraire de lui laisser exprimer. Alors bien sûr, hein, si ça reste encore contenu, et l'idée c'est pas de l'exciter s'il est déjà énervé. Hein. Oui. On est bien d'accord avec ça. Mais de rester présent à ses côtés pour l'accompagner. Éventuellement, le parent peut commencer à faire de l'EFT sur lui s'il est touché par cette émotion qui est présentée par l'enfant. Oui. Voilà. Et donc lui poser des questions, mais en oubliant une question qui est le pourquoi. Parce que souvent, les enfants sont incapables de savoir pourquoi ils réagissent comme ça. En réalité, Elisabeth Filiosa, elle écrit dans son livre, le petit enfant est prisonnier de l'immédiateté de sa réponse émotionnelle, sans médiation de la pensée pour relativiser les choses ou hiérarchiser les enjeux. Oui, et je dirais que ça ne se limite pas aux petits enfants. Hein. Quand on est en pleine émotion, c'est pas le moment de raisonner et de relativiser. Oui, ben voilà. Donc les enfants, ils n'ont pas le cortex préfrontal encore suffisamment développé et ils peuvent donc pas réguler ce qui se passe, notamment par exemple au niveau de l'amygdale cérébrale. Voilà, en fait, ce qu'on peut dire d'une manière générale sur la prise en compte, la bonne prise en compte des enfants. Et après là maintenant, on peut appliquer l'EFT. Ah, d'accord. Alors, comment pratiquer l'EFT avec les enfants en tenant compte de ce fait que ce ne sont pas des adultes en miniature, qu'ils ont leur propre fonctionnement? Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment particulièrement bien adapté aux enfants, parce que d'abord c'est ludique, c'est facile à apprendre. Avec les enfants, on le fait un peu différemment aussi. Et puis, ce qu'on observe, c'est qu'elle donne des résultats souvent rapides, parce qu'en fait, l'énergie de l'émotion qui va être stockée au moment où l'enfant vit quelque chose de difficile, elle peut partir beaucoup plus rapidement qu'avec des adultes. C'est souvent d'ailleurs ce qui nous surprend en tant que thérapeute quand on accompagne des enfants, c'est la rapidité avec laquelle ça change. Je résiste pas au plaisir d'une anecdote. Des enfants
des parents m'emmènent leur petite fille. Donc les parents viennent à 2, et puis ils amènent même leurs autres enfants, et il y a même la grand-mère qui reste dans la salle d'attente parce que se méfiait un petit peu de ce que c'était que ça. Et donc ils me racontent que ils ont vu déjà beaucoup de psys divers et variés, et qu'aujourd'hui leur petite fille qui est ravissante et qui a 4-5 ans à peu près, ne veut plus aller à l'école parce que sa maîtresse la gronde. Et donc ça virait vraiment quasiment en phobie scolaire, c'est-à-dire qu'elle hurle, elle se roule par terre, elle veut plus du tout y aller. Donc en fait, ils sont en train de la déscolariser. Et donc la petite, je lui demande de me raconter. Alors les parents parlent beaucoup, et après je lui demande à elle ce qu'elle en pense, et elle dit oui, j'ai peur d'aller à l'école. Ma maîtresse, elle m'a grondé. Elle valide tout ce que les parents ont raconté, et je lui demande de décrire sa maîtresse, d'y penser, de la voir. Donc c'est très facile pour les enfants, ils sont complètement dans le réel et l'irréel en même temps. Donc en fait, elle voit sa maîtresse, elle me montre qu'elle a peur dans son physique, et puis on commence à stimuler les points. On était parti juste j'ai peur de ma maîtresse sur le haut de la tête, on stimule le point au début du sourcil. Elle me fait vraiment peur, elle me gronde, elle parle fort, on enchaîne la stimulation des points. Avec les tout petits, on évite le point sous le bras parce que comme ça chatouille, il vaut mieux l'éviter. En fait, si ça les dérange pas, on peut le faire, mais la plupart du temps, on évite. Et à peine je suis arrivé sur le point sous les clavicules, elle me regarde, elle me dit c'est fini. Je lui dis mais comment ça c'est fini? Mais non, c'est pas fini. On vient de commencer. Elle me dit mais oui c'est fini, j'ai plus peur. Je lui dis attends, repense à ta maîtresse là, à sa grosse voix, elle te crie dessus. Non, j'ai plus peur. Et puis elle rigolait. Et alors moi je commence à prendre une grosse voix comme ça, et elle me dit tu me fais pas peur. C'était super convaincant. Et au début, je lui dis mais tu veux aller à l'école? Elle non, je veux plus y aller à l'école. Et là je lui dis mais alors si t'as plus peur de ta maîtresse, qu'est-ce que tu fais demain? Eh ben je vais à l'école. Et c'était incroyable. Les parents ils étaient là en train de se dire mais c'est quoi? Moi, faut dire honnêtement que je me disais un peu la même chose parce que justement on est surpris de cette rapidité quoi. Oui, j'ai eu la même expérience, ouais. Ce qu'il y a de bien aussi dans l'EFT, c'est que c'est une occasion d'ouvrir le dialogue entre le parent et l'enfant. Parce que ce dialogue, le rythme effréné de la vie moderne, le relègue souvent au second plan. En plus, il y a tous les écrans. On est submergé d'écrans, de jeux, de consoles, de télé, de téléphones, etc. Et donc, ça peut installer un rituel. Les enfants adorent les rituels. Donc, on peut faire un rituel, on parlera tout à l'heure du rituel des petites portes, qu'on peut faire le soir. Et on incite les enfants à raconter leur journée, on les interroge sur les bonnes, sur les mauvaises choses qui leur sont arrivées, et on fait des séances d'EFT, et c'est vraiment très intéressant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le déroulé d'une séance d'EFT chez l'enfant, il va être différent de chez les adultes, parce que le cerveau des enfants fonctionne sur un mode différent. Donc pour comprendre ça, c'est très simple. Il faut savoir que le cerveau fonctionne un fonctionnement électrochimique. Quand les neurones sont excités, ils échangent entre eux des molécules chimiques, que sont les neurotransmetteurs, et des signaux électriques qui produisent des champs électromagnétiques. Donc le moyen le plus répandu pour mesurer l'activité électrique du cerveau, c'est l'électroencéphalogramme. Donc les scientifiques ont observé en fait chez l'être humain un spectre étendu de différentes ondes cérébrales, et ils les ont baptisées avec des lettres de l'alphabet grec. Les ondes delta, c'est celles qui correspondent à un sommeil profond. Elles ont une fréquence vibratoire basse de 0,5 à 4 Hz. 1 Hz, c'est un cycle par seconde. Ces ondes delta sont celles avec lesquelles les enfants de 0 à 2 ans fonctionnent majoritairement. C'est pour ça qu'ils dorment beaucoup, qu'ils peuvent dormir les yeux ouverts aussi. Ensuite, on a un fonctionnement vibratoire un peu plus élevé, de 4 à 8 Hz. Il a été baptisé θ par les scientifiques, et c'est un état intermédiaire entre le sommeil profond et l'éveil. Il correspond aussi à la transhypnotique, et c'est justement l'état dans lequel fonctionnent les enfants de 2 à 6 ans. Donc on peut dire que de 0 à 6 ans, les enfants fonctionnent en mode totalement inconscient. Ah oui. Donc tout ce qui se passe rentre directement dedans. C'est vraiment le socle de la programmation de base. Oui, il n'y a pas de filtre cognitif, il n'y a pas de test vis-à-vis d'expériences précédentes. Normal, ils n'en ont pas.
Donc, ils sont À en cet mode âge-là, éponge, ils gobent tout. à cet âge-là, on dit à un enfant que le Père Noël existe, on lui montre les cadeaux le lendemain, etc. Il y croit. Oui. Il n'y a pas besoin d'y répéter pendant des centaines de fois. Il va le croire. Donc, imaginez bien ce qui se passe quand les parents excédés, qui ne se contrôlent pas, etc., disent à leurs enfants, tu es méchant, tu es comme ci, comme ça, tu n'arriveras à rien. Et que ça, c'est répété encore et encore avant l'âge de 6 ans. Ça s'engage, c'est exactement ce qu'on observe dans nos cabinets de consultation. Les gens, ils sont victimes de cette programmation et le gros du travail se fait justement dans cette période. Après de 6 à 12, 6 à 10, 6 à 10, 12, en fait, les enfants fonctionnent en mode alpha. C'est l'état qui est associé à la créativité. Les enfants ont un pied dans les deux mondes, un pied dans le conscient et un pied dans l'inconscient à ce moment-là. Et puis ensuite, après 12 ans, oui, ce que je veux dire aussi, c'est que avant, en alpha, c'est le début de la création de l'esprit analytique. On commence à avoir ses propres pensées, à critiquer la pensée de l'autre. Après, à 12 ans, voilà, on va terminer la formation de l'esprit. Ok, donc là, on tombe dans la critique très consciente. Alors, après l'état alpha, on va observer l'état bêta. Donc, c'est à partir de 12 ans, ici c'est la fermeture de la porte de l'inconscient, on peut considérer à l'âge de 12 ans. Donc, c'est la poursuite de la formation de l'esprit analytique. Et là, à partir de 12 ans, on va travailler vraiment comme avec les adultes. Voilà. Donc, en fait, pour résumer, de 0 à 6 ans, on va travailler à imprimer des croyances positives dans l'esprit des enfants. Et puis on va pouvoir continuer ça, bien évidemment, jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais de 0 à 6 ans, c'est même pas la peine de stimuler le point karaté, de faire la phrase qu'on connaît en EFT, même si j'ai ce problème, je suis un merveilleux bébé, enfant, etc. De toute façon, il y a qu'à y aller directement, comme on va le voir. Alors, ce qu'on pourrait utiliser, c'est une verbalisation simple avec les stimulations de points d'acupuncture. Par exemple, quand les enfants parlent pas. Souvent la question c'est, mais on peut faire le FT à partir de quel âge ? Eh ben, à partir, je dirais, de la naissance de l'enfant. On le verra aussi, même avant. La maman, elle peut très bien travailler par procuration sur les émotions, sur ses émotions, mais aussi sur les émotions que son bébé pourrait ressentir dans son ventre, juste en faisant des stimulations sur elle et en imaginant qu'elle le fait sur son bébé. Oui, tout à fait. Ça a été développé déjà, ça a été montré en exemple dans d'autres conférences. D'accord. Super. Donc, imaginons que le bébé soit en train de pleurer dans son lit. On l'entend, il a peut-être besoin de manger, d'un câlin, d'être changé. Donc, la maman ou le papa répond à l'une de ses attentes, qui sont en réalité des besoins fondamentaux, et le bébé se rendort. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ouf. Maintenant, le bébé continue de pleurer malgré les soins prodigués. Donc là, on peut commencer à ressentir légitimement de l'inquiétude, se demander ce qu'on peut faire. Eh bien, ce qu'on pourrait faire directement sur le nouveau-né, c'est stimuler les points, mais pas en les tapotant, justement en les massant. Alors, on va éviter la fontanelle antérieure sur le haut de la tête. Bon, c'est un endroit quand même qui est solide, contrairement à ce qu'on pense, mais le mieux c'est de l'éviter, et on va stimuler déjà le début du sourcil par des petits massages. On peut tenir simplement le poing ou le masser tout simplement. Le coin de l'œil, ensuite on va retenir le poing sous l'œil, sous le nez, le menton, sous les clavicules et sous la poitrine. Le poing sous le bras, souvent, il génère des chatouilles. Oui, en plus, si bébé est en train de s'endormir ou s'il est couché, il est peut-être pas très accessible. Donc... Tout à fait. Et puis aussi, on peut prendre entre le pouce et l'index ses tout petits doigts, et puis stimuler très doucement, pareil en massant ou en faisant des pressions très lentes, chaque doigt du bébé. Comme ça, en fait, on va stimuler et presser chaque extrémité en fait entre notre pouce et notre index avec des pressions douces, voilà, et on accédera à l'ensemble des méridiens qui sont sur la main. Alors une manière de procéder que je trouve efficace et qui marche bien, on suppose que le bébé est en train de pleurer, on ne sait pas pourquoi. Alors on peut le faire sur soi,
là, maintenant. Oui. Ça reviendra à pratiquer en même temps d'une manière qu'on appelle par procuration. On pourrait le faire, par exemple, pour, à ce moment-là, par exemple, dans le monde, c'est à peu près sûr qu'il y a un bébé qui est en train de pleurer. Probablement. Donc, on pourrait se connecter. Et dont les pensée. besoins fondamentaux ne sont peut-être pas comblés. Ça, c'est clair qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Oui. Donc, on pourrait stimuler le début de notre sourcil, soit en posant l'index, soit carrément, puisqu'on le fait sur nous, là, on pourrait faire des stimulations avec les doigts. Oui, ben là, pour varier les plaisirs, moi j'ai envie de le faire juste en appuyant, comme si j'étais un bébé, un nouveau-né, Ok. tout fragile, tout Donc, sensible. premier point, tu dis tout ce chagrin qui reste en moi. Tout ce chagrin qui reste en moi. Donc là, on parle en moi, Ouais. pour la part de bébé. Toutes ces larmes Toutes ces larmes. au coin de l'œil. Sous l'œil, quelque chose ne va pas pour moi. Quelque chose ne va pas pour moi. Sous le nez, ma maman ne sait pas quoi faire. Ma maman ne sait pas quoi faire. Au milieu du menton, tous ces pleurs. Tous ces pleurs. Sous les clavicules, toutes ces émotions qui restent bloquées en moi. Toutes ces émotions qui restent bloquées en moi. Sous la poitrine, toutes ces larmes. Toutes ces larmes. En stimulant le pouce, en le prenant dans ses doigts et de chaque côté. Toutes ces émotions qui ne savent pas comment sortir. Toutes ces émotions qui ne savent pas comment sortir. Toutes ces larmes. Toutes ces larmes. Le majeur, ma maman est inquiète. Ma maman est inquiète. L'annulaire, je pleure. Je pleure. Le petit doigt, j'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Puis là, on pourra enchaîner avec une nouvelle ronde en disant au début du sourcil, je relâche toutes les tensions bloquées dans mon corps. Je relâche toutes les tensions bloquées dans mon corps. Au coin de l'œil, je relâche toutes ces émotions que je porte. Je relâche toutes ces émotions que je porte. Sous l'œil, je relâche tout ce qui ne m'appartient pas. Je relâche tout ce qui ne m'appartient pas. Je relâche les traumas de ma maman. Je relâche les traumas de ma maman. Je relâche les traumas de mon papa. Je relâche les traumas de mon papa. Sous les clavicules, je relâche les traumas de mes grands-parents. Je relâche les traumas de mes grands-parents. Et de tous ceux qui étaient avant moi. Et de tous ceux qui étaient avant moi. Je relâche tout ce qui me sépare de la paix intérieure. Je relâche tout ce qui me sépare de la paix intérieure. Au niveau du pouce, je relâche toutes les tensions bloquées dans mon corps. Je relâche toutes les tensions bloquées dans mon corps. Je relâche toutes les émotions que je porte. Je relâche toutes ces émotions que je porte. Au majeur, je relâche tout ce qui ne m'appartient pas. Je relâche tout ce qui ne m'appartient pas. L'annulaire, je relâche toutes ces émotions. Je relâche toutes ces émotions. Et le petit doigt, je me détends. Je me détends. Et là, ce que j'aime bien faire, parce que j'ai appris ça dans un séminaire Well avec Dawson, c'est dire à l'enfant tout ce que nous, on aurait aimé entendre oui. au moment de notre propre naissance. Je sais Oui. que tu étais avec moi, donc... oui, tout à fait. On a fait un merveilleux exercice. Tu as Voilà. bien ressenti ça. Tout à Donc fait. là, vous allez dire à votre bébé, si vous êtes en train de le faire sur lui, ce que vous auriez aimé entendre. Donc, tout en le massant, là on le fait sur nous, début du sourcil, je suis un merveilleux bébé. Je suis un merveilleux bébé. Je suis un cadeau pour l'univers. Je suis un cadeau pour l'univers. Je suis sous l'œil, je suis une richesse pour l'humanité. Je suis une richesse pour l'humanité. Sous le nez, je suis un joyau pour le monde. Je suis un joyau pour le monde. Sous le menton, au milieu du menton, je suis un présent pour l'avenir. Je suis un présent pour l'avenir. J'aime bien celle-là. Sous les clavicules, je suis l'avenir. Je suis l'avenir. Je suis entouré d'amour. La poitrine. Je suis entouré d'amour. Au niveau du pouce, je suis une merveille. Je suis une merveille. L'index, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Le majeur, je suis aimé. Je suis aimé. L'annulaire, je suis désiré. Je suis désiré. On stimule l'annulaire parce qu'on stimule les deux côtés en même temps. Donc on stimule bien le bon méridien qui est le triple réchauffeur pour les puristes. Au niveau du petit doigt, j'ai ma place dans ce monde. Et j'ai ma place dans ce monde. Et
puis on pourrait en rajouter encore une couche, mais là on va pas le faire, parce que je vois que le temps passe à toute allure. Oui. On pourrait verbaliser tout ce que vous pensez de votre bébé, et vous lui dites en lui disant tu. Mhm. Comme ça met vraiment double couche. Tu es un merveilleux bébé, tu es un cadeau pour l'univers, tu es une richesse pour l'humanité, tu es un joyau pour le monde, tu es un présent pour l'avenir, etc., etc. Merci, je t'aime. Voilà. Donc en fait, Ouais. ouais, exactement. Et donc en fait, on imagine ce que ça fait. Hein, Ouais. là, et énergétiquement, quand on projette tout ça dans son enfant, là c'est un super cadeau à faire à tous les bébés, à tous les enfants, et sans modération surtout. Et même à quelques Donc, adultes qui le mériteraient bien. Oui, bah ça, oui, on en a jamais assez. Alors, on peut pratiquer aussi à la place, donc on vient de le faire, hein, à la place du bébé, en sa présence ou à distance. Il y a des résultats qui sont vraiment rapportés et qui sont incroyables. Justement, plusieurs grands-mères me parlaient des problèmes de l'émotion qu'elles ressentaient quand elles entendaient leur petite fille ou leur petit garçon pleurer dans leur lit, et en pratiquant le EFT à distance depuis leur chambre, étaient surprises de voir à quel point ça s'atténuait ou ça s'arrêtait. Oui. Il y a aussi un moyen que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise beaucoup en cabinet, mais j'ai utilisé aussi en Haïti pour travailler dans des orphelinats. C'est lourd sans plus, mais j'en dirai pas plus parce que Caroline va intervenir, Caroline Burel, il y en a Oui. 3. Oui, Il y en a Caroline 3 Burel va différentes. développer ça dans sa conférence. Ouais, très Moi, bien. j'associe le travail de l'ours avec les points magiques. Je dis aux enfants qu'ils ont des doigts magiques et que aussi sur leur corps, ils ont des points magiques, et que quand ils mettent en contact les points magiques de leurs doigts magiques avec les points magiques sur le corps, ça provoque des choses qui entraînent du bien-être, etc. Souvent, ça les intéresse beaucoup. Et voilà, avec les enfants, il faut établir le lien, il faut rentrer dans le monde de l'imaginaire, il faut raconter des histoires. Et il y en a une que je voudrais vous raconter, c'est la métaphore des petites portes qui m'a été confiée par une amie psychologue qui est Marie Descitres, qui l'utilise, elle, avec ses tout petits patients. Vous expliquez à l'enfant, donc là, si vous travaillez avec vos enfants, vous lui expliquez à votre enfant il y a plusieurs portes sur son corps et qui normalement laissent aller et venir les émotions de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et que parfois, une porte se bloque et l'émotion reste stockée à l'intérieur, prisonnière. Donc il est possible d'aider cette émotion à sortir et à se manifester. Il s'agit juste de faire toc-toc sur la porte pour l'aider à s'ouvrir. En réalité, la médecine traditionnelle chinoise, elle associe effectivement chaque point à une émotion. La rage est associée par exemple au point qui se situe au coin de l'œil, la peur avec le point qui se situe sous les clavicules, la colère avec avec le point sous les seins, c'est le méridien Du foie. Du foie, merci. La tristesse avec le point du pouce, etc. Oui. Donc en fait, les parents... Il y a une logique derrière ça, les mais on n'a pas besoin de connaître tous les points d'acupuncture, bien sûr. Bien sûr. Les parents et les grands-parents qui pratiquent cette méthode disent souvent que les enfants leur demandent eux-mêmes des séances de FT. Ils leur disent le soir, dis maman ou mamie, on fait toc-toc s'il te plaît. Et ça dure longtemps. Donc voilà un autre protocole que vous pouvez utiliser vraiment sans modération, principalement au moment du coucher. Ça permet de remettre les pendules à l'heure, en fait. Oui. Ça permet d'éliminer les tracas. Les enfants adorent les rituels, donc allez-y. Votre enfant, un moment privilégié avec votre enfant, c'est vraiment un super exercice. Quel que soit son âge. Donc, allongé dans son lit, vous lui expliquez que vous allez faire toc-toc sur toutes les portes des émotions. Et donc là, vous stimulez les points en douceur, vous les tapotez, vous les massez. Donc sur le haut de la tête, en fonction de son âge, toc-toc, bonsoir les émotions. Au début du sourcil, toc-toc, au revoir la peur. Au coin de l'œil, toc-toc, au revoir la rage. Sous l'œil, toc-toc, au revoir la confusion. Sous le nez, toc-toc, au revoir la honte. Sous la bouche, toc-toc, au revoir la culpabilité. Sous les clavicules, au revoir les terreurs. Sous les seins, au revoir la colère. Au niveau du pouce, au revoir la tristesse. L'index, toc-toc, au revoir la nostalgie. Le majeur, toc-toc, au revoir le manque de confiance. L'annulaire, toc-toc, au revoir le désespoir. Le petit doigt, toc-toc, au revoir l'insécurité. Au besoin, même si l'enfant comprend pas toutes les émotions, il entend déjà les mots. Hein. Oui, et voilà, ça peut être un début aussi pour lui donner le vocabulaire dont on parlait tout à l'heure. Et après, ce qu'on fait, c'est toc-toc,
bienvenue le calme. Donc en fait, on va ouvre la porte aux bonnes émotions. En accueillant tous les bienfaits en plus qui sont associés à chaque méridien. Donc c'est une manière aussi de l'apprendre et d'apprendre les correspondances. Ouais. Donc sur la tête, toc toc, bienvenue le calme. Au début du sourcil, toc toc, bienvenue la paix intérieure. Au coin de l'œil, toc toc, bienvenue le courage. Sous les yeux, toc toc, bienvenue la plénitude. Sous le nez, toc toc, bienvenue la spontanéité. Sous la lèvre inférieure, au milieu du menton, bienvenue le pardon. Sous les clavicules, toc toc, bienvenue la sécurité. Sous les seins, bienvenue la confiance en moi. Le pouce, bienvenue à l'optimisme. L'index, toc toc, bienvenue à la liberté. 11, le majeur, bienvenue à l'indépendance. 12, l'annulaire, bienvenue à la joie. Et enfin, l'auriculaire, le petit doigt, bienvenue à l'amour. Et donc, comme je vous le disais, même si l'enfant est trop petit pour comprendre toutes les nuances, il comprendra au fur et à mesure. Ça fera l'occasion de lui parler des émotions, de faire son éducation émotionnelle. Pour terminer, je vais dire vraiment 2 mots sur les préadolescents et les adolescents. Oui. Donc, avec les préados et les ados, bien sûr qu'il faut prendre le temps pour qu'ils soient d'accord. Si vous avez commencé avant et avant qu'ils soient préados et qu'ils se sont aperçus que l'EFT pouvait être efficace, ça va être vraiment facile pour eux de poursuivre. Et ils vont pouvoir s'en servir sur vraiment tout un tas de choses. Les angoisses liées aux examens, la peur de l'échec, la peur des mauvaises notes, les difficultés amoureuses, les premières ruptures, etc. Le manque de confiance en soi devant la classe. Tous ces problèmes-là pourront être traités par les ados. Au besoin, en se servant de vidéos qu'ils vont voir sur YouTube. Les ados sont très très branchés sur YouTube. Oui, et il y en a de plus en plus. Le dernier chapitre que je voulais aborder, mais que je ne pourrais pas compte tenu du temps, et donc ça je vous invite à aller le voir dans mon livre. Désolé de faire de la pub aussi clairement. C'est une super ressource, merci Jean-Michel. C'est comment travailler sur notre enfant intérieur. Oui. D'ailleurs c'était tellement long et tellement riche qu'il faudrait peut-être faire une intervention juste là-dessus. Oui. Parce que si on est en réaction avec ce que présentent nos enfants ou avec ce que subissent nos enfants, par exemple, quand on faisait la préparation, tu me disais que tu supportais pas l'injustice, eh bien là, l'idée c'est d'aller retravailler sur tout ce qui nous fait surréagir dans notre quotidien et donc aller travailler sur cette part enfantine qui reste encore activée à l'intérieur de nous. C'est aussi le travail d'une technique que j'aime beaucoup, à laquelle je me suis formé il n'y a pas très longtemps, qui est le Matrix Reprinting, et qui permet d'aller faire du reparentage. Oui, qui permet de faire justement ce voyage dans le temps, d'aller réparer ce qui a besoin d'être réparé et de réécrire l'histoire. Oui, et le reparentage, c'est justement, je pourrais qualifier ça parce que je disais tout à l'heure, il est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. J'ai encore fait cet après-midi une séance qui était vraiment très touchante avec une dame de 65 ans. On a travaillé sur ce qu'on appelle l'écho, c'est-à-dire sur comme elle se voyait dans le ventre de sa maman à 8 mois, parce que sa maman a fait un déni de grossesse et elle s'est aperçue qu'elle était enceinte à l'âge de 8 mois. Et quand son père l'a su, il a voulu se suicider. C'était une situation très difficile. Ah oui. Et elle a travaillé en imagination sur la toute petite fille qu'elle était à ce moment-là, le tout petit bébé qui allait bientôt naître dans un mois. Elle avait des larmes, elle était vraiment très très étonnée de ce que ce petit bébé pouvait lui dire à elle, ce qu'il ressentait. Elle l'a libéré de sa peur. C'était juste magique, magnifique. Moi, j'adore faire ce genre de séance parce que on est vraiment très en lien avec les enfants qu'on était. Oui, c'est extrêmement puissant. Et je suis sûre qu'elle te dira dans quelques semaines tous les bienfaits que ça a eu dans sa vie d'aujourd'hui, 65 ans plus tard. Donc, en résumé, travaillez avec les enfants, aidez-les, accompagnez leurs émotions, faites-les parler de leurs émotions, et vous verrez, c'est vraiment un cadeau à faire à l'humanité tout entière. Absolument. Et au passage, profitez-en pour vous occuper de vous, de votre enfant intérieur. Et je pense, Jean-Michel, que dans ton bonus, justement, tu vas développer ça, cette notion de comment travailler avec l'enfant intérieur, comment faire ce voyage dans le temps. Donc, il y aura cette ressource-là en attendant ton livre. Tout à fait, ça sera une vidéo
que je vous invite à pratiquer. C'est un exercice que moi j'ai eu l'occasion de faire souvent sur moi avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc il y a déjà ça. Si vous choisissez d'investir dans le pack du congrès ou la conférence de Jean-Michel de ce soir, merci pour ces pistes. C'est vraiment extrêmement dense et il y aurait tellement à dire. Je suis d'accord avec toi, mais c'est déjà génial tout ce que tu as partagé. On va retrouver nos auditeurs pour les questions. Avec grand plaisir. Super. À tout de suite dans le chat, Jean-Michel. Merci. À tout de suite. Et j'ai envie de dire, toc toc, le chat est ouvert. C'est ça, le chat est ouvert. Vous pouvez arrêter de toc toquer sur vous et commencer à bien noter sur votre clavier pour poser vos questions à Jean-Michel. Alors Jean-Michel, qui est psychothérapeute et formateur en EFT, il y a une moto qui passe, voilà. Ce soir, on va essayer de garder le question-réponse principalement dans le sujet de la conférence, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle des enfants. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser, on verra si on peut les traiter à la fin. Bien, voilà. Tirage au sort, Noël? Allez, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'il y a des tirages au sort. On fait gagner 2 packs PDF pendant ce tirage au sort. Mais c'est quoi un pack PDF? Parce qu'il y a plein de nouveaux, j'ai vu tout à l'heure. Ce tirage au sort, c'est sur l'entièreté de notre base de données. Donc, tout le monde a ses chances de gagner. Il suffit juste d'être inscrit pour suivre cet événement et vous avez la possibilité de gagner ce pack. Le pack PDF, c'est l'ensemble des conférences qui sont données sur 2016 dans ce congrès EFT. Donc, il y a 14 conférenciers qui viennent parler de leur sujet. Ensuite, chacun donne un cadeau qu'on appelle aussi le bonus. Jean-Michel a commencé à en parler un petit peu. Catherine on en a parlé tout à l'heure. Lucie Sofano a donné le sien, etc. Donc vous avez les 14 bonus, plus les transcriptions de chacune des conférences sous forme de feuillets, le tout étant téléchargeable, et ensuite des bons de réduction où chacun des conférenciers vous offre une réduction sur certaines de ses activités. Des stages, des consultations, des formations, des programmes en ligne. Alors ce que j'ai pas dit jusque-là, c'est que ce fameux pack, le pack PDF, est au prix de 157 €. Uniquement pendant le congrès. Uniquement pendant le congrès. Ensuite, le prix préférentiel va augmenter et sera à 187 €. Les personnes qui n'ont pas envie des PDF parce qu'ils n'en ont rien à fiche que ce soit retranscrit, le pack est à 117 €. Donc pour 117 €, vous avez accès aux 14 conférences, plus les bonus, plus les bons de réduction de chacun. Autant dire des heures de tapping et autres pour tout plein de problématiques différentes. Exactement. Et pour les gens qui ne seraient pas intéressés par l'entièreté de ces conférences, mais qui auraient envie d'avoir juste une seule conférence, vous avez la possibilité d'acheter les conférences à l'unité. Et dans ce cas, vous avez la conférence du conférencier, plus son bonus, plus la transcription PDF. Et la nouveauté cette année, c'est que toutes les conférences des années antérieures sont en vente à l'unité, ce qui n'était pas le cas. Donc, si vous voulez toutes les conférences de Jean-Michel Guré, vous avez ça dans les différents packs, dans les différentes pages. Et pour ce faire, vous avez là le bouton boutique et vous verrez, il y a de 2012 à 2015. Et là, vous allez avoir toutes les conférences par année. Alors, je vois que le chat, mais si, ça y est, c'est mis en route. Sur mon écran, il était bloqué. Mais les questions commencent à arriver. Donc, on va vite fait terminer le tirage au sort. Alors, vas-y pour le tirage au sort. Première gagnante, Claire, dont l'adresse mail commence par AST et plus loin AIR@msn.com. Et si on vous épelle des adresses mail comme ça, c'est juste pour que Claire puisse se dire si elle est dans la salle ou si elle rattrape avec la réécoute, c'est peut-être moi. Et elle peut se manifester dans le chat ou nous envoyer un mail. De toute façon, nous allons la contacter. La deuxième gagnante, il s'agit de Marie, dont l'adresse mail commence par MA, plus loin ou@hotmail.fr. Et puisque Jean-Michel Guré est à l'initiative du petit livre de l'EFT qui est sorti au mois de janvier,
nous avons instauré la toute nouvelle tradition ce soir de faire gagner également Un petit livre de l'EFT. petit livre de l'EFT, qui est tout petit par le format, mais qui est vraiment truffé de trésors pour pratiquer l'EFT, aussi bien pour des personnes qui découvrent que pour des praticiens. C'est ça. Ce sont les retours qu'on nous fait depuis le mois de janvier. Il est édité aux éditions First, petit format. Il y a 8 personnes qui ont participé à l'écriture de ce livre. Maria Hanel, Karine Barco, Anne-Marie Bompard, Noël Cassin, Caroline Deméus, Catherine Di Stefano et Yvette Hurguette, et bien sûr Jean-Michel Duret qui a été notre chef d'orchestre, je vais dire. Exactement. Alors, un petit livre de EFT pour Micheline, dont l'adresse mail commence par DUM, plus loin mi@gmail.com. Voilà, et pour d'autres personnes, vous trouverez tous les livres que nous ayons pu retrouver sur l'EFT en français dans la rubrique ressources livres. Mais ça, vous le ferez tout à l'heure, parce que contrairement au bouton de la boutique, ça va vous couper la conférence. Donc, allez-y voir tout à l'heure. Allez, je vois qu'il y a plein de questions qui passent. Toc toc, bah c'est magique, super, on est d'accord. Alors, Jean-Michel, je vais rouvrir ta ligne et tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions. Voilà, tu es de nouveau avec nous, Jean-Michel. Je suis là. Super. Est-ce que tu vois des questions qui t'inspirent particulièrement? Bah, écoute, ce que je propose, c'est de les prendre dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas de raison de les choisir. Alors, bonsoir Jean-Michel, enfant de 10 et 12 ans, père diagnostiqué bipolaire, qui vient de rentrer dans une structure psychiatrique car tentative de suicide. Comment le dire simplement aux enfants? Merci pour la première question d'abord. Le dire simplement, bah, c'est partir de leurs émotions à eux. Qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils sentent ça, et puis simplement les laisser parler. Souvent, simplement en leur faisant faire des stimulations sur les points d'acupuncture, ça permet de libérer la parole. Et petit à petit, eh bien, ils vont dire ce qu'ils expriment. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que le fait de stimuler les points d'acupuncture a une action à plusieurs niveaux. Une action au niveau physiologique, c'est-à-dire qu'on va calmer le système nerveux autonome, on va engager la branche parasympathique du système nerveux autonome, mais on a aussi une action au niveau cérébral, au niveau de l'amygdale cérébrale. C'est-à-dire que quand on commence les stimulations, on calme l'amygdale cérébrale, donc on calme la peur. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial par rapport aux enfants, c'est que on déprogramme tout de suite ce qui pourrait s'enregistrer dans leur disque dur cérébral. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a surtout à stimuler. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le principe actif, c'est les stimulations. Je ne l'ai pas dit ce soir, mais je l'ai dit il y a 2 jours dans la conférence sur la science derrière l'énergie psychologique, c'est que à partir du moment où on commence à faire des stimulations, on a une action sur une zone du cerveau qui est en lien avec la peur. Et la peur est très active chez les enfants puisque c'est vraiment une des émotions primaires et une des premières qu'on ressent. Donc, si on stimule les points d'acupuncture qu'on utilise en EFT, on calme la structure cérébrale qui est en lien avec la peur. Et donc déjà, rien que ça, ça fait beaucoup de bien aux enfants. Donc, il n'y a pas grand-chose à... Il ne faut pas chercher, hein. Souvent les gens disent « Oui, moi je ne fais pas de EFT parce que je ne sais pas quoi dire. » Mais ce n'est pas parce qu'on dit des choses intelligentes ou pas intelligentes que ça fonctionne. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on stimule les points. Donc pensez à ça. Stimulez les points, faites-le en face des enfants, faites-le sur les enfants ou encouragez-les à se stimuler. Mais de toute façon, quand ils ne sont pas bien, le simple fait de stimuler les points leur apporte déjà un mieux-être. Deuxième question, jusqu'à quel âge les enfants... Oui. Jean-Michel, est-ce que tu peux peut-être reculer un tout petit peu ton micro parce que quand tu parles, il y a... Le son est un peu saturé. Le son est un peu... D'accord, ok. Je vais arrêter de le mettre dans la bouche alors. C'est un peu trop pris, on entend le souffle quand tu parles. Ok.
Merci. Merci. Alors, jusqu'à quel âge les enfants sont-ils réceptifs au tapotement à distance par une tierce personne? Alors, jusqu'à à peu près 110, 120 ans, je dirais. Parce qu'en fait, tout le monde est réceptif à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que nous montre la science, c'est que quand on fait l'EFT, on agit sur l'énergie, on va dire la bioénergie. Mais on agit à différents niveaux. On agit à des niveaux de proximité. Au niveau de proximité, on considère, enfin en tout cas les chercheurs considèrent que c'est les champs électromagnétiques qui sont émis par notre corps, donc les biochamps, notre bioénergie. Notre cœur, par exemple, émet un champ électromagnétique qu'on peut mesurer jusqu'à une distance de plusieurs mètres. Maintenant, quand on parle de grandes distances, parce qu'il y a des expériences qui ont été faites, notamment par Lynn McTaggart et Lynn McTaggart est une journaliste scientifique américaine qui vit en Angleterre et qui est en connexion avec d'autres chercheurs aux États-Unis. Et ils ont fait des expériences d'intention entre l'Angleterre et puis des zones éloignées comme l'Arizona, l'Australie, etc. Et ils s'aperçoivent que le pouvoir d'intention peut agir sur des animaux, sur des êtres humains ou sur des plantes, mais à des grandes distances, par exemple 10 000 km. Et ce qui marche dans ce cas-là, ce sont des champs quantiques. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais j'aimerais bien le faire à une prochaine occasion parce que ça mérite vraiment des développements. Mais en tout cas, pour revenir à la question initiale, jusqu'à quel âge, c'est pas une histoire d'âge. Et c'est pas une histoire de distance. C'est une histoire d'explication, d'énergie qui peut s'expliquer par la physique quantique. Voilà. Donc ça c'était la deuxième question. La troisième, j'évite de me mettre le micro dans la bouche. Est-ce possible de redire les émotions des petites portes? Alors, oui, bien sûr que c'est possible. Avec ça, Jean-Michel, parce qu'avec la réécoute, en fait, vous pourriez les noter, on peut les refaire, et de toute façon, on peut le faire avec toutes les émotions, si j'ai bien compris. Tu as donné quelques exemples tout à l'heure. Oui, tout à fait. Peu importe d'associer exactement la bonne émotion avec le bon point, même si la médecine traditionnelle chinoise relie, par exemple, le point au coin de l'œil qui est la vésicule biliaire avec la rage, ou celui qui est sous les clavicules avec la peur, ou celui sous les seins qui est avec la colère, parce que c'est le méridien du foie, peu importe. Vous pouvez tous les stimuler en disant pas forcément les bonnes. De toute façon, ça fonctionne, parce que ce qui fonctionne, c'est vraiment la stimulation. Il faut bien vous dire une chose, c'est que l'école de médecine d'Harvard, et c'est quand même pas des nains de jardin en matière de recherche scientifique. Pendant 10 ans, ils ont mené une étude sur les points d'acupuncture avec un équipement scientifique haut de gamme. Et ils ont observé que effectivement, les points d'acupuncture avaient réellement une action au niveau cérébral. Donc, vous stimulez les points sans vous poser trop de questions sur ça correspond à quoi, et de toute façon, ça va avoir une action calmante au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui est en lien avec les émotions et notamment la peur et qui permet de calmer tout ça. Donc, vous embêtez pas trop à savoir exactement quelle est la correspondance. Si vous voulez la connaître, hein, vous avez le replay et puis vous avez aussi beaucoup de choses sur Internet en ce qui concerne la médecine traditionnelle chinoise et qui va associer les points d'acupuncture avec des émotions. Mais en réalité, ça n'a pas grande importance. Stimulez-les tous, faites vos séances de FT et vous verrez et observez les résultats, parce qu'en fait, c'est les résultats qui comptent. J'en prends une autre dans l'ordre. Hein. Si tu veux dans l'ordre ou pas, comme tu veux. Bah, si vous en avez d'autres. Ma fille de 3 ans se met dans des colères énormes que j'avoue ne pas savoir comment gérer. J'ai lu Filiosa et essayé de mettre en application ses conseils, mais c'est encore pire. Ma fille ne sait même plus, dans ces cas-là, ce qu'elle veut et comment utiliser l'EFT. Ok, alors le problème c'est que chaque cas est particulier. Donc faire des réponses à l'emporte-pièce, moi j'aime pas trop ça. Ceci dit, une famille, c'est un système. Donc
peut-être que les enfants, enfin souvent les enfants traduisent, les enfants sont les symptômes du système. Donc peut-être que le problème est à chercher pas forcément seulement sur l'enfant, mais aussi dans la famille. Souvent, si la maman et le papa font des séances de FT, travaillent sur eux ou essayent d'analyser le problème, ça, l'enfant change. Donc, je peux pas vous répondre beaucoup plus précisément que ça. En tout cas, si vous êtes dépassé, enfin, si, ce que je peux dire aussi, c'est que le FT, c'est vraiment génial. Ça permet une autonomisation totale. Mais dans certains cas, c'est pas suffisant. Et c'est bien d'avoir une tierce personne, c'est-à-dire une personne extérieure dont le métier, c'est justement d'être à l'extérieur, d'observer ce qui se passe et d'aider la famille ou d'aider l'enfant. Donc, ne pas hésiter à consulter si vous n'y arrivez pas et si vous voyez que en faisant de l'EFT, ça empire. Alors, Sourire, c'est son prénom. Enfin, c'est peut-être son pseudo, mais si c'est le prénom de la personne, c'est quand même sacrément sympa. Que faire avec mon fils de 3 ans qui ne veut pas quitter sa couche et ne fait caca que dans sa couche? Oui, il y a d'autres questions sur la propreté, comment utiliser l'EFT pour la propreté des enfants, des petits-enfants. Alors, bon, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me consulter en cabinet pour ça, que ce soit de la coprophagie, de l'oncoprésie, de l'énurésie, donc faire pipi au lit, ou etc. Encore, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que l'enfant, qu'est-ce qu'il veut traduire par ça? Donc, je dirais que le premier niveau, très simplement, ce serait de faire une séance avec l'enfant sur le symptôme lui-même. C'est-à-dire, même si je fais pipi au lit ou etc., je suis un enfant merveilleux, mes parents m'aiment, etc. Et puis faire une ronde là-dessus, voir ce que ça produit. Il est possible, on le voit en consultation, que des fois ça va relativement vite. Ceci dit, ça peut aussi traduire des problèmes plus profonds. Et si les problèmes sont enquistés dans la famille, c'est pas aux parents de traiter ça. On peut pas dire qu'il y a une limite à travailler avec ses enfants, c'est que si on fait partie du problème, on n'est pas forcément les mieux positionnés pour pouvoir régler le problème. Donc, encore une fois, ne pas hésiter à consulter à l'extérieur. Si vous voulez, l'EFT, c'est un outil génial qui permet de s'autonomiser, qui permet d'accélérer le travail entre les séances, etc. Mais c'est pas non plus une psychothérapie ou une méthode de psychothérapie. C'est donc quand le problème dépasse le stade du symptôme et que c'est beaucoup plus profond, là, il faut se faire accompagner et ne pas hésiter à le faire, parce qu'on ne va pas rentrer forcément dans une psychothérapie qui va durer des années à raison de 2 séances par semaine. C'est bien au contraire. On va peut-être avoir un plan de traitement dans lequel on va pouvoir accélérer, parce que entre les séances, les parents guidés par le thérapeute vont pouvoir aider leur enfant à pratiquer l'EFT. Et très souvent, on accélère énormément les traitements. J'ai une question pour toi, Jean-Michel. Oui. À partir de quel âge l'enfant peut tapoter lui-même sur ses propres points? C'est simple, à partir de l'âge où on peut le faire. Oui. Je sais pas, 2 ans, 3 ans. Il accepte de le faire. Quand tu es en séance, tu procèdes comment? L'enfant tapote sur lui, tu tapotes sur lui, c'est le parent qui tapote sur lui? Comment ça se passe? Alors, moi, quand je suis en séance avec les petits, déjà les parents sont là, parce qu'en fait, c'est important que les parents comprennent et apprennent à faire de l'EFT pour pouvoir soit montrer, soit le faire avec leur enfant. Donc, soit ils le font en face à face, en miroir, et ça c'est pas mal parce que ça autonomise l'enfant. S'il est trop petit, c'est pas très grave, juste le parent, il va le faire directement sur le petit, donc sur son enfant. Donc, par exemple, il va soit tapoter très légèrement les points, les masser ou les stimuler et passer d'un point à un autre point. Soit il va encourager l'enfant à le faire
Et puis voilà. Mais à partir de 2, 3 ans, certains enfants ont spontanément envie de le faire. Ils disent non, non, je préfère le faire moi. Donc Oui. là, c'est très bien. Et puis s'ils préfèrent qu'on fasse sur eux, ben on les accompagne et de temps en temps, on leur renvoie la possibilité de le faire eux-mêmes. Et tu es d'accord de pas systématiquement reprendre l'enfant s'il est un peu à côté des points et pas tout à fait précis dans ses tapotements? Bien sûr. Oui, et en fait, il faut, c'est ludique. Il faut que ça soit ludique. Il faut que ça soit très fluide. Donc, si on rentre dans une sorte d'exercice où on lui dit mais non, c'est pas là, c'est là, ça va vite le gonfler. Donc, c'est pas très grave de pas être très précis. Ça marche mieux si on est précis, hein. Il y a des études scientifiques qui ont été faites qui montrent que c'est beaucoup plus précis si on est sur le point d'acupuncture, pour une raison simple, c'est que au niveau du point d'acupuncture qu'on stimule, il y a une résistance électrique qui est différente, qui est plus basse, et donc en fait, la connexion énergétique qui va se faire, elle est plus importante. Les cristaux de la peau sont, en fait, la peau, ce sont des cristaux liquides. Et quand on écrase, c'est-à-dire quand on stimule la peau, qu'on appuie dessus, on écrase le cristaux. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a un effet piézoélectrique et on va transférer une énergie de pression en une énergie électrique. Si l'énergie de pression elle est effectuée exactement et précisément sur le point d'acupuncture, ça fonctionne mieux. Mais néanmoins, on sait que toutes les structures de la peau sont interconnectées les unes avec les autres. Donc même si on est à côté, il y a quand même un effet. Donc c'est pour ça que par rapport à l'enfant, ce qui prédomine, c'est vraiment le lien qu'on va avoir avec lui, c'est la fluidité de l'interaction entre le parent et l'enfant. Donc vous ne prenez pas la tête en résumé, s'il n'est pas sur le bon point, peu importe. Alors, il y a des questions. Est-ce que toi, tu as une expérience avec l'EFT pour des enfants autistes? Alors, non, j'ai pas d'expérience. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des enfants autistes, des Asperger notamment, mais c'est relativement limité, donc j'ai pas d'expérience. En revanche, j'ai rencontré dans les congrès de l'ASCEP une psychiatre qui, elle, dirige un hôpital, enfin une division d'un hôpital aux États-Unis, et sa division, son service est spécifiquement centré sur les autistes. Et donc, ils utilisent l'EFT avec les autistes, non pas pour traiter l'autisme, mais pour accompagner et pour apporter en fait beaucoup plus de calme. Et ce qu'elle me disait, c'est que c'était vraiment énormément apprécié. C'est-à-dire que les autistes qui souvent ont des problèmes au niveau sociaux, des problèmes à décoder les émotions des autres, etc., eh bien, ça permettait de les calmer beaucoup, beaucoup. Ils étaient beaucoup moins anxieux. Donc c'est plus un soin de support qu'un soin apporté pour le traitement de la problématique. Mais en tout cas, moi ce que j'ai pu observer, c'était assez étonnant. D'ailleurs, hein, je connais pas. Enfin, à l'époque, la première fois que j'ai rencontré un jeune Asperger, je lui ai tendu spontanément la main et il a presque sursauté parce que pour lui c'était une espèce d'incursion dans son espace intime, le fait d'approcher la main de lui. À la fin de la séance, c'est un jeune de 15 ans, il m'a dit ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien, et il m'a même pris dans ses bras et fait la bise. Donc quand j'ai vu le regard de sa maman qui avait l'air hyper étonnée, je me suis dit tiens, il y a un truc bizarre. Après je me suis renseigné, j'ai compris que effectivement ça pouvait être surprenant pour la maman. Ouais. Alors, peut-on travailler sur des émotions ressenties pendant la grossesse? Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a dit, hein, la question qui se pose, c'est à partir de quel âge on peut travailler avec des enfants? Eh bien, j'ai répondu déjà tout à l'heure, hein, j'ai dit à partir de tout petit, mais en réalité, on peut travailler avant. C'est-à-dire que très souvent, la maman, elle va se sentir démunie ou elle va culpabiliser parce qu'elle ressent des émotions négatives alors qu'elle sait qu'elle a un bébé dans son ventre.
Eh bien, la maman, elle peut d'abord travailler sur elle, même si je me sens coupable de penser ci, de penser ça, etc. Parce que déjà, ça va lui donner la possibilité de faire quelque chose, d'être active, donc déjà de diminuer son sentiment de culpabilité. Ensuite, elle peut faire aussi une chose, c'est se mettre à la place de son enfant et faire une séance de FT en imaginant ce que son enfant peut ressentir. Et donc, en fait, c'est comme si elle faisait, elle se transfère en fait dans son bébé, elle se fait une séance sur elle comme si elle le faisait sur le bébé, ce qui aussi a une action vraiment très très intéressante. Dans le bonus que j'ai fait, Oui. le bonus que j'ai fait, alors j'ai pas eu le temps d'en parler parce que effectivement c'est un peu speed de tenir en 45 minutes. Bon, si vous voulez, c'est que dans les standards, moi j'ai commencé à enseigner l'EFT selon des méthodes d'enseignement que j'ai reprises aux États-Unis, et la partie sur les enfants, elle dure dans le niveau 2 environ 2 heures. En fait, c'est une gageure, c'est impossible. Je viens de commencer à mettre en place une formation EFT enfant sur 3 jours. Et en fait, je me disais, oula, qu'est-ce que je vais dire en 3 jours? Mais on s'est aperçu que 3 jours, c'est même trop court. Il y a énormément de choses à dire, à faire. La pratique avec les enfants, elle est extrêmement créative. Donc, il y a beaucoup de moyens de pratiquer avec les enfants. Et puis, en fait, on sait aussi une chose hyper importante, c'est que les enfants sont à la fois des miroirs et des éponges. Donc la plupart du temps, c'est pas avec les enfants qu'il faut travailler, c'est avec les parents. Et avec les parents, notamment sur leur traumatisme qu'ils ont eu quand ils étaient enfants. D'où l'intérêt d'avoir un protocole pour travailler sur son enfant intérieur. Et la vidéo que j'ai mise en bonus, elle permet de travailler tout ça. Alors, peut-être que c'est pas encore hyper bien suffisamment détaillé, mais déjà en essayant de faire ça, c'est très intéressant. Et si vous voulez, on pourrait rentrer dedans, mais le problème c'est que si je vous dis avec ça, on en a pour une demi-heure. Donc, Ouais. Il y a une question de Sandy dans le chat qui demande si on achète le pack audio, est-ce qu'on a le bonus avec, ou faut-il acheter le bonus à part? Oui, quand vous achetez les packs, vous avez le bonus avec, que ce soit le pack des 14 conférences ou que ce soit une conférence à l'unité, il y a toujours le bonus avec la conférence que vous achetez. Ça, c'est important. Ouais. Alors après, j'ai des questions sur, peut-on aider des enfants TDAH et HP avec l'EFT? Alors, je vais répondre à cette question et puis je vais répondre en même temps à plein d'autres questions. L'EFT, c'est un outil. C'est pas en soi une psychothérapie. C'est-à-dire que des gens qui sont spécialistes du TDAH, s'ils se mettent à utiliser l'EFT, ils vont avoir des résultats qui vont être différents et certainement améliorés. Des enfants qui sont spécialistes des HP, certainement, ils auront les mêmes résultats. Tu peux nous dire que c'est TDAH, mettons le chat. Oui, c'est les troubles de l'attention, les HP, c'est les hauts potentiels intellectuels. Ok. Donc il y a l'hyperactivité dans les TDAH et les troubles de l'attention. D'accord? D'accord. Donc, moi ce que je vous recommande, c'est travailler avec des personnes, des spécialistes des TDAH à la base, qui en plus connaissent l'EFT. Mais travailler avec des gens qui connaissent l'EFT sans connaître le trouble, ça c'est pas bon. Voilà. Et d'une manière générale, je répondrai toujours de la même manière. Si est-ce qu'on peut faire ci et ça avec l'EFT, je vais vous dire très sincèrement, c'est que moi le côté américain qui dit, il y a une expression, c'est try it on everything, essayez-le sur tout. Pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi pas, mais avec des gens qui connaissent la problématique. Parce qu'il y a tellement de gens qui s'improvisent, je sais tout, et parce que le FT c'est magique, etc. C'est faux et c'est des conneries. Franchement, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire très attention. Des personnes, des soignants qui sont spécialistes de tel et tel trouble, qui maintenant s'accaparent le FT,
ok, ils vont constater une différence dans leur pratique. Ce que j'expliquais il y a 2 jours dans la conférence qui est aujourd'hui en ligne sur ma chaîne YouTube, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez Guret, vous trouverez une conf qui dure 1h30, donc je ne vais pas vous la refaire ce soir. C'est une chose qui est fondamentale et qu'il faut bien comprendre, c'est que les techniques, les outils thérapeutiques comme l'EFT, qui ont été découverts un peu par hasard par Roger Callahan, permettent un phénomène qui fait partie qu'on observe dans les techniques thérapeutiques les plus en pointe. Ça permet ce qu'on appelle la reconsolidation des mémoires. C'est-à-dire qu'on arrive au niveau cérébral à changer des connexions neuronales. Il y a encore 20 ans, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça. Les neurologues, les psychiatres, les psychologues pensaient que quand on avait des traumas extrêmement profonds, c'était impossible de les effacer. C'était indélébile dans le cerveau. On s'est aperçu que c'est pas vrai. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs techniques, et pas seulement l'EFT, hein, mais plusieurs techniques permettent de le faire. Et il y a un protocole, un processus à respecter pour arriver à faire ça. Et il se trouve que, entre guillemets par hasard, l'EFT permet de le faire direct et très facilement. Donc ça, c'est vraiment un message à faire passer dans toute la communauté des psychothérapeutes et des spécialistes de la santé mentale pour que eux s'intéressent à ces techniques et puissent les intégrer ensuite, par exemple, pour traiter les TDAH, les problèmes de HP, la bipolarité, la schizophrénie, etc., etc. Mais en tant que praticien EFT, on ne va pas s'imposer ou s'improviser, on va dire, spécialiste de telle et telle problématique si on ne la connaît pas avant. J'étais clair, Alors, les filles? Marine, qui partage dans le chat qu'elle est psychomotricienne et spécialiste de TDAH, et j'en déduis qu'elle utilise l'EFT en fait, et elle dit que ça peut être pertinent pour ces enfants-là, mais avec prudence, effectivement. Je suis d'accord. Alors, comment faire de l'EFT? J'ai eu plusieurs questions hein, sur un enfant de 14 ans, sur les ados, etc. Qui ne seraient pas en mesure de l'accepter. Ben, écoutez, si vous savez le faire, vous me le dites, parce que moi, je ne sais pas faire. Là, clairement, faire de l'EFT avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, ben, je ne sais pas faire. Donc, les ados, il y a un truc qui les passionne, c'est YouTube. Je pense qu'il faudrait faire une chaîne YouTube par des adolescents, pour des adolescents. Si demain, je sais pas moi, si Fano ou Cyprien se mettent à faire de l'EFT, ça va être génial. Ils ont 10 millions d'abonnés sur YouTube et là, tous les ados vont être en faire. Mais avant que ça se passe, je sais pas trop. Donc si vous avez des pistes, je suis preneur aussi. Hein. De toute façon, pour revenir et pour répondre quand même un peu plus précisément à la question, les ados à partir de 12 ans, on sait que l'esprit analytique est formé, donc qu'il y a une fermeture au niveau de l'inconscient. Les ados à partir de 12-13 ans fonctionnent comme des adultes. Donc on va travailler avec eux comme avec des adultes. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, bah écoutez, c'est pas la peine de les forcer. Hein. Il faut leur donner l'information, faire la psychoéducation, leur dire voilà, c'est à dispo, tu peux utiliser, pas utiliser, et puis ils le font s'ils ont envie, et certainement pas si on les force. Vous avez d'autres questions? Oui, je crois qu'il y en a encore. Est-ce que pour la grossesse, il faut éviter certains points? Alors en EFT, il n'y a pas de points qui sont déconseillés. Il y en a dans d'autres techniques. Il y a le point gros intestin 4, mais je ne vais pas vous le dire, comme ça vous ne saurez pas. Enfin, si, il est sur la main. Évitez-le. C'est pas un des points qu'on tapote à l'EFT en tout cas. Voilà, on ne le simule pas en EFT. Donc, mais en revanche, quand on est enceinte, ce qu'il faut éviter, pour le confort de la maman et du bébé, c'est de monter trop fort dans les émotions. Les émotions. Donc, le principe de l'EFT, c'est quoi? C'est qu'on se confronte, on s'expose aux problèmes qu'on a vécus. Donc, pour s'exposer aux problèmes, on y repense, on en parle, on se concentre sur une image. Plus on fait ça, plus l'émotion monte. Donc, ce qu'on va faire,
si on sait qu'on doit aller travailler un problème qui nous active, c'est y aller en douceur. Et une des manières d'y aller en douceur, c'est de commencer à dire, par exemple, même si j'ai pas envie de repenser à tout ça parce que à chaque fois ça me fait pleurer, je m'accepte tel que je suis. Donc là, on n'est pas en train de cibler le problème, on est en train de travailler à la périphérie du problème. Mais si on fait ça une fois, deux fois, enfin, qu'on applique l'EFT là-dessus, on s'aperçoit que ça fait vraiment diminuer le niveau émotionnel. Et petit à petit, on va se rapprocher du problème. Donc avec les personnes qui sont enceintes, il faut y aller en douceur, encore plus qu'avec n'importe qui d'autre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'il vaut mieux pas faire des simulations sur soi, comment faire. L'EFT par procuration est très utile avec les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit un ado autiste, un enfant, un nouveau-né ou un bébé dans le ventre de sa maman, on peut très bien s'imaginer à la place de l'enfant et faire des stimulations. Alors, ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens de se dire mais ils font quoi? Si vous expliquez ça à un physicien qui est spécialiste de la physique quantique, il va trouver ça tout à fait normal. Donc, faites-le, observez les résultats. Si ça marche, continuez. Si ça marche pas, que ça vous semble complètement farfelu, ne le faites pas. Voilà, en résumé et pour faire court sur ce genre de questions. Oui, il y a une conférence qui avait été donnée en 2014 sur l'EFT par procuration. Et toi, l'année dernière, Jean-Michel, tu avais fait une conférence très intéressante sur l'EFT. Que faire quand ça ne marche pas sur moi? Que faire quand l'EFT bloque? Ça, c'était en 2015. Oui. Et en 2014, il y a une super conférence sur l'EFT et la grossesse aussi, qui avait été faite par Sabrina Giniès, qui était enceinte d'ailleurs à l'époque. Et tu avais fait, toi, une conférence sur la préparation mentale, émotionnelle dans le sport. Ouais. Donc, et ce que je veux dire également, c'est que là, justement, aujourd'hui, je viens d'écrire la conclusion d'un bouquin qui va sortir au mois d'août. Je l'ai terminé là, cet après-midi, sur l'utilisation de l'EFT avec les enfants, depuis la grossesse jusqu'à l'adolescence, mais aussi sur les parents, sur travailler sur le protocole de l'enfant intérieur là, que j'ai fait en vidéo. Je vous encourage à lire. D'abord, je suis d'abord soulagé d'avoir terminé, et puis deux, en le lisant, je me dis mais c'est moi qui écris ça. C'est vachement sympa. Il sort quand tu dis ce livre? Il sort le 16 août. Il est déjà sur Amazon. C'est incroyable, hein. D'ailleurs, il y était avant que je l'ai fini, donc j'avais un peu la pression. Et il faudra que tu nous envoies les infos, on le mettra aussi dans la page des livres, Jean-Michel. Ouais, beaucoup de questions, enfin 2 ou 3 que j'ai vu passer sur les bipolaires. Est-ce que l'EFT peut être un bon outil pour des bipolaires? C'est, encore une fois, j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Oui, ça peut être utile à plusieurs conditions. Premièrement, il faut que le bipolaire soit stabilisé, c'est-à-dire qu'il ait été vu par un psychiatre, qu'il ait un traitement, lithium ou autre chose, en tout cas un thymorégulateur, et qu'il l'ait pris de manière suffisamment régulière pour qu'il soit dans un état de stabilisation. Et ensuite, bien sûr, après on va pouvoir travailler avec eux. Si vous êtes un praticien en EFT et que vous n'avez pas de connaissances avec que vous ne savez pas trop ce que c'est que les bipolaires, eh bien, renseignez-vous. 2, prenez un contact avec le psychiatre qui suit la personne. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Hein. Je travaille souvent en relation avec les psychiatres qui suivent les patients que j'ai. Des fois, il y a des patients qui viennent me voir quand on discute et quand je leur demande comment ils vont, etc., où je me rends compte qu'il y a quelque chose, je les envoie chez des psychologues ou des psychiatres qui posent un diagnostic. Seul le psychiatre est habilité à poser un diagnostic. Et ensuite, en discutant avec le psychiatre, je lui demande comment est-ce qu'on peut coordonner notre action. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière de travailler avec des patients
qui ont des troubles psychologiques. C'est responsable, c'est sécurisant et pour vous et pour le patient, et en plus vous allez apprendre plein de choses dans l'interaction que vous pouvez avoir avec le psychiatre et le psychologue. Une question sur la surstimulation. Y a-t-il un seuil à ne pas dépasser? Quels signaux corporels ou émotionnels repérer? Alors, je ne sais pas ce que c'est, Marine, la surstimulation. C'est-à-dire... Je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut stimuler trop, est-ce qu'on peut faire trop de FT? Je comprends comme ça, en tout cas, corrigez-moi, Marine, si c'est pas ça. Non. Alors, non. On ne peut pas faire trop de FT. Le FT, en fait, les stimulations des points d'acupuncture, ça c'est prouvé scientifiquement. Vous faites rien, vous ne dites rien, vous ne pensez à rien, vous stimulez simplement les points d'acupuncture. Qu'est-ce qu'on observe si on regarde les personnes dans des IRM fonctionnels, dans des PET scans, si on pose un EEG, des capteurs cardiaques, etc. On va observer plusieurs choses, et à différents niveaux. Au niveau de l'amygdale cérébrale, dans le cerveau limbique, il y a une mise au calme, une désactivation. Au niveau des ondes cérébrales qu'on va mesurer avec un EEG, on va s'apercevoir que la personne, si elle était en fréquence plutôt élevée, elle va se calmer progressivement. Elle va passer de bêta en alpha, éventuellement en θ, et commencer à produire des ondes delta, qui sont les ondes du sommeil profond. Au niveau endocrinien, on va s'apercevoir que toutes les hormones et les neurotransmetteurs qui activent la personne vont avoir tendance à se ralentir. Et on va avoir inversement une production des hormones qui sont en lien avec le calme. C'est-à-dire que, si on veut faire simple, il y en a plein d'autres, mais on peut dire que le cortisol va diminuer, ça a été observé par des études, et la DHEA va augmenter. Au niveau du système nerveux autonome, on va avoir une désactivation de la branche sympathique, une activation de la branche parasympathique, etc., etc. Donc, pas besoin de parler, simplement, quand on stimule les points d'acupuncture, on n'apporte globalement que du bien. Donc, il n'y a pas de risque à se stimuler à longueur de temps. D'ailleurs, il y a Steve Wells, qui est un psychologue australien, qui est un des premiers à avoir fait une étude sur des patients qui souffraient de troubles d'angoisse généralisée, les TAG. Et il leur a fait remplir des questionnaires avant de commencer l'étude. Et puis ensuite, ce qu'il leur a donné comme consigne, c'est de stimuler les points, alors principalement les points de la main parce que c'était un peu plus discret, au moins 2 heures par jour. Et donc les personnes, puisqu'elles souffrent de troubles anxieux généralisés, elles sont activées par à peu près tout et n'importe quoi. On n'est pas capable d'identifier très précisément les déclencheurs. Donc on leur dit, puisque c'est comme ça, vous stimulez tous les points sur vos doigts pendant au moins 2 heures par jour. Et puis, en fait, ils ont fait des mesures comme ça dans le temps. Et ils ont observé ce qui se passait. Et ils ont vu en fait une diminution du trouble d'angoisse généralisée lié au fait de stimuler les points, sans rien dire, sans rien faire d'autre que stimuler. Donc a priori, en tout cas dans l'état actuel de la recherche, il n'y a pas de risque à abuser de la stimulation, à part vous faire regarder dans la rue un peu bizarrement si vous stimulez. Et encore, on a le témoignage de Zuzana, que tu connais aussi, Jean-Michel, elle s'est fait de l'EFT dans le métro. Effectivement, il y a une dame qui l'a arrêtée, qui a dit, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites pour être aussi souriante? C'est vrai que sourire dans le métro parisien, c'est pas très normal, mais non, c'est une preuve de pathologie. Oui, exactement. Mais ce qui l'a choqué, c'était qu'elle souriait, c'était pas qu'elle fasse de l'EFT. Exactement. Et la plupart du temps, pour l'avoir testé, franchement, personne s'en occupe, personne ne vous regarde bizarrement, ils regardent leurs écrans, leurs livres où ils dorment, et ils s'occupent pas de vous, donc faites-le partout. Et j'ai jamais entendu parler de surstimulation avec l'EFT, mais Marine partage dans le chat qu'elle a eu un malaise suite à une séance d'acupuncture. Bon, l'acupuncture, ce n'est pas de l'EFT, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Mais écoutez votre ressenti, votre intuition, et si vous sentez que c'est trop, arrêtez, tout simplement.
Jean-Michel, est-ce que tu peux redonner le titre de ton tout dernier livre qui n'est pas encore paru mais qui ne saurait tarder? Alors, Tu as le... je crois que c'est Fini les chagrins, la peur et les colères ou quelque chose comme ça. D'accord. Parce que, initialement, j'avais prévu un titre qui était Développer l'intelligence émotionnelle de vos enfants avec le FT. Et la réaction de l'éditeur de l'éditrice, et que je comprends très bien d'ailleurs, c'est de dire, ok, intelligence émotionnelle, on comprend pas trop, EFT, on connaît pas. Ouais. Donc, on a effectivement décidé de changer, et c'est Fini les chagrins, les colères et les peurs avec le FT. Et le sous-titre, ça va être Aider votre enfant à mieux vivre ses émotions. Et dans une des questions, c'était quel est le nom du conte, j'ai vu passer. Le conte fantastique qui s'appelle Pauvre petit garçon. En fait, c'est une nouvelle de Dino Buzzati qui est dans un livre qui s'appelle Le Cas. Et j'ai trouvé vraiment cette nouvelle vraiment super. Dino Buzzati, c'est un des auteurs italiens les plus connus. C'est l'auteur du Désert des Tartares. Et c'est vraiment une histoire assez magnifique et assez surprenante. C'est quoi? C'est 3-4 pages. Hein. Vraiment à lire. D'accord. Une autre question? Allez, une petite dernière pour la route. Alors, y a-t-il des praticiens qui exercent dans les établissements de soins en pédiatrie? Oui, bien sûr. Là, d'ailleurs, j'avais en formation à Paris une psychologue qui travaille à l'hôpital de Bray à Paris avec des enfants qui sont trachéotomisés. Il y en a certains qui ont des cancers, d'autres qui sont atteints du sida et qui justement développent des groupes de FT dans cet hôpital avec ces enfants-là. Donc oui, bien sûr, il y en a. Il y a beaucoup de... Enfin, par exemple, à Lyon, il y a une psychologue qui a été recrutée pour sa compétence en EFT dans un hôpital à Lyon, dans le sud de Lyon, justement pour ça. Et il y en a de plus en plus. Mais bon, c'est pas encore très connu. Ça reste pour l'instant expérimental. Disons que les gens regardent ça, enfin les professionnels de la santé observent cette technique et finalement s'aperçoivent que oui, ça fonctionne parce que justement, et là maintenant on a les données scientifiques, hein, ça fonctionne parce que on opère une reconsolidation de la mémoire des patients, et notamment dans les troubles anxieux, c'est-à-dire qu'on répare profondément, en fait on supprime des connexions qui ont lieu dans l'amygdale, qui est le centre, enfin un des centres de la peur, au niveau cérébral. Et on arrive à supprimer des connexions il y a différents noyaux au sein de l'amygdale. Tant qu'il y a des connexions entre le noyau latéral et le noyau central, eh bien, c'est comme si le noyau latéral donnait une fausse information au noyau central qui déclenchait une réaction de peur. Et l'EFT permet de supprimer ces connexions entre ces deux parties de l'amygdale cérébrale. Pas que l'EFT, hein, je ne fais pas simplement du prosélytisme pour l'EFT, mais on s'aperçoit aujourd'hui que ce qu'on pensait il y a encore 20 ans, finalement, c'est plus vrai, et on peut réparer ça. Et ça va rentrer petit à petit dans les unités psychiatriques qui s'y intéressent et qui vont s'apercevoir que effectivement ce qu'ils font ça marche pas, et que quand on utilise cette technique ou une autre genre EFT, ça fonctionne. Et forcément que ça va se répandre très rapidement. Ouais. On s'aperçoit que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des évolutions, et que ces évolutions, elles se font sous forme de sauts, hein, un peu comme des sauts quantiques. Et on considère qu'on est un de ces tournants. Il y a un livre qui a été fait là-dessus par une américaine, qui est vraiment très très intéressant, et qui justement montre à quel point dans l'histoire de toute l'évolution et de toute la science, à quel point il y a eu ces sauts. Par exemple, au siècle des Lumières ou à la Renaissance, il y a eu très peu de gens qui, en l'espace de très peu de temps,
ont réussi à faire un tournant qui a eu des impacts sur toute l'histoire de l'humanité. Et plusieurs personnes aujourd'hui considèrent que on est à ce moment-là. Et on va voir. Alors. J'ai lu un bouquin absolument génial dont j'ai oublié le titre, qui est fait par une personne qui est vraiment une sommité. C'est un gars qui a une connaissance pluridisciplinaire dans vraiment beaucoup de domaines, que ce soit artistique, philosophique et scientifique. J'ai le livre là, pas très loin, mais je ne vais pas vous quitter pour aller le chercher. Ce qu'il dit, on mettra ça sur la page de réécoute. Ce qu'il dit, c'est que dans toute l'histoire de l'évolution de l'humanité, il y a un décalage d'une centaine d'années entre les sciences fondamentales et les sciences de l'humain, qui s'est observé de manière récurrente depuis toujours. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que la physique quantique, elle a été découverte en 1925, son apogée, et qu'on s'approche, on n'est plus qu'à 9 ans de ça. Et donc, ça veut dire qu'on est effectivement dans cette période de cette espèce de saut. Je ne sais pas s'il va être quantique ou autre chose, mais en tout cas, ce que je trouve hyper excitant, c'est qu'on puisse participer à ça et on puisse y contribuer également. Puis on le voit, comme tu disais tout à l'heure, avec les travaux de Lynn McTaggart, les travaux de Joe Dispenza et bien d'autres, on arrive vraiment à un tournant et on change notre façon de voir le cerveau avec les neurosciences. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger. Ce que nous apprend en fait la biologie et la science d'aujourd'hui, c'est un message porteur d'espoir énorme. C'est-à-dire que en 1953, il y a 2 chercheurs, Crick et Watson, qui ont découvert la double hélice de l'ADN. Dans un de ces articles, Sir Francis Crick, écrit que globalement, tout ce que nous pensons, tout ce que nous sommes et notre destin, notre avenir, etc., est contenu, conditionné à notre ADN. Oui. Ça veut dire que globalement, on ne peut rien faire. Et c'est ce qu'on a appelé le déterminisme génétique. Donc si on est, et ça a duré pendant un demi-siècle quand même, hein, c'est-à-dire que s'il y avait un scientifique qui émettait un avis qui était contraire à ça, il se faisait balancer dans ses 22. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, vous ne pouvez rien faire et il faut qu'il y ait l'intervention d'un tiers, un médecin, un laboratoire, un médicament, pour qu'on vous sorte de la merde dans laquelle vous êtes. Et le message aujourd'hui, qui a été porté par l'épigénétique, c'est-à-dire la science qui étudie l'influence de l'environnement sur le gène, on s'est aperçu que c'était complètement faux, que c'était pas contenu dans le gène, mais qu'en revanche, on pensait que le cerveau de la cellule c'était le noyau, on s'est aperçu, et Bruce Lipton y est pour beaucoup de choses là-dedans, c'était en fait l'enveloppe de la cellule, que ça c'était faux et qu'on n'est pas du tout des victimes. On n'est pas victime de nos gènes, au contraire, on est acteur. Et que ce qui fait qu'on peut agir sur notre destin, sur notre cellule, sur notre santé, c'est notre conscience et c'est notre capacité à agir sur nos émotions, sur nos pensées, sur nos cellules. Et ça, c'est un message d'espoir extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des victimes, on est des acteurs et on n'a qu'à faire ce qu'il faut et se bouger pour se changer et pour maîtriser notre destin. l'EFT est un outil génial, on peut le voir sur nous, on peut le voir tous les jours dans nos cabinets. C'est pour ça que ce congrès existe aussi. Jean-Michel, tu es passionnant, on pourrait t'écouter encore pendant des heures. On a largement dépassé. La salle risque de fermer d'ici 10 minutes en fait, donc on va retourner vaquer à nos occupations. Merci beaucoup. Merci, Jean-Michel. Avant de te quitter, Jean-Michel, donne-nous l'adresse de ton site internet. Le mien, c'est www.guret.fr.com. Un des deux. D'accord. On va le marquer dans le chat. Et il y a aussi le site de l'IFPEC, qui est l'institut de formation que tu diriges. Et plein de choses. Et aussi EFT Pro. Mais ça, et EFT-Pro, qui est un site, qui est un rassemblement de professionnels de l'EFT que nous continuons à faire grandir. Quoi dire d'autre? Il y a plein de choses. En conclusion, je vais juste vous dire.
En conclusion, je voudrais juste vous dire une chose. Vas-y. C'est que là, actuellement, je suis en train de travailler sur la traduction et le doublage d'un programme qui a été réalisé par l'Association américaine de la psychologie énergétique. Et cet après-midi, je suis en train de traduire et de doubler Dawson Church. Et sa conclusion, parce qu'il parlait beaucoup de ce qu'on a évoqué, il dit « Je ne m'inquiète pas vraiment de nos problèmes, des problèmes très réels comme le réchauffement climatique et les conflits nationaux, car je suis convaincu que nos enfants, libres du fardeau du traumatisme, accéderont à la sagesse, à la perspicacité et à l'innovation dont nous ne pouvons que rêver tant que notre société restera prisonnière du traumatisme. Tout commence par la conscience et l'auto-guérison. Je vous encourage à tirer les enseignements physiologiques de cette dernière heure et de les appliquer dans votre vie et de retrouver votre plein potentiel. Ce changement, il passe par nous et c'est maintenant qu'il se passe. N'acceptez rien de moins que votre plein potentiel aujourd'hui et à chaque instant, soyez à la mesure de votre potentiel maximal. Vivez avec force et joie dans cette perspective et voyez le monde se déplacer vers cet espace d'amour. » Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Go pour l'espace d'amour. Merci. Merci pour tout ça. On fera passer toutes ces informations aux gens qui sont inscrits sur le congrès, qui puissent avoir accès à tout ça, à tes webinaires aussi que tu es en train de préparer en ce moment. Et merci infiniment pour toutes ces précieuses informations, Jean-Michel. On se retrouve bientôt, de toute manière. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Et bonsoir à tout le monde. Et pratiquez, lisez, enrichissez-vous de tout ça, restez sceptiques. Et puis faites de belles découvertes. Ouais, puis toc toc, bonjour. Et toc toc, bonsoir. Toc toc, bonsoir, le bonheur est là. Merci Jean-Michel, c'est toujours un plaisir pour nous de t'accueillir sur ce congrès. À très bientôt, à très vite. Et si ce congrès vous plaît, vous intéresse, sachez que tout ça c'est offert pendant 24 heures avec grand cœur et grand plaisir. Mais si vous voulez que cet événement se reproduise chaque année, évidemment, tout ça a un coût. Et pour financer tout ça, nous vendons des packs à l'unité, pas à l'unité, les produits des experts. Les conférences, les produits. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, allez faire un tour dans la boutique et sachez que c'est ça qui fait vivre cet événement aussi. Merci pour votre présence. On se retrouve demain à 19h avec Karine Barco. Pour retrouver Karine Barco qui nous fera une conférence sur obtenir la vie dont vous rêvez, l'EFT de l'intention. J'en ai moi-même parlé dans ma conférence de l'intention. Jean-Michel vient d'en reparler ce soir et Karine nous en parlera d'une autre manière demain soir. L'EFT de l'intention. Et on aura la joie de recevoir à 21h Martin Latidip, qui est un grand coach conférencier spécialiste de la performance. Il nous vient du Canada. Il nous vient du Canada et il nous parlera avec brio, j'en suis certaine, de l'EFT et performance. Voilà, ça sera tout pour ce soir. La réécoute sera en ligne d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. En attendant, on peut se retrouver sur Facebook, sur la page du congrès virtuel. Alors, je précise que la réécoute se passe ici, sur le site du congrès. Donc, si vous n'avez pas de compte Facebook, ce n'est pas un problème. Mais en bonus, on peut se retrouver là-bas. Voilà, ok, c'est tout pour ce soir. Ça sera tout pour ce soir. Et merci toc toc, bonne nuit à tout le monde.